excellente rentrée scolaire, une excellente année scolaire. Vous êtes en direct sur le canal 307, sur Canal Plus International. Vous êtes sur votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Info TV, décidément aux élites. 10h, 11h52. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information. Rien que l'information et toute l'information. TVB nous retrouvera tout à l'heure pour la revue de la presse. Il s'agit de cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous aurez également la dénonciation de ce jour, ce fait de société qui vous énerve. Si vous êtes victime d'abus dans votre localité, dans votre village, une seule adresse Info TV. On terminera, et comment pouvait-il en être autrement, par cette actualité majeure du jour au Cameroun. Il s'agit donc bel et bien de la rentrée scolaire 2023-2024. Une interrogation, comment réussir son année scolaire? Il s'agit de l'incontournable, l'inamovible, l'invincible, l'infatigable Pierre Blériot-Niamek. Bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à cette réflexion ce matin une fois de plus. Et je dis bonjour aux copanélistes et bonjour à nos millions de téléspectateurs. C'est eux qui font notre force. Vous savez, c'est un métier qui vous apporte beaucoup, mais qui peut aussi tout vous enlever. Tout à fait. On vous pardonne très difficilement les égarements. On vous applaudit, mais le jour où vous tombez, on vous lâche brutalement. Il faut donc tous les jours renouveler sa confiance, faire attention. C'est pour cela que je leur dis de ne pas nous traiter comme si nous étions des anges. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui présentent un visage angélique. Non. Moi, je suis un homme normal et ordinaire. Je ne suis pas un supra-homme sans défaut, pur. Non, non. Non, non, moi, je ne suis pas dans l'affaire là. Je suis nerveux, j'aime beaucoup les femmes, des choses comme ça. Donc, c'est pas... Voilà. De toute façon, je préfère que vous aimiez beaucoup les femmes hein, que non, les hommes. Voilà des défauts. Et il y en a même... je vous dis là, il y en a même qui me créent déjà des problèmes. Quand moi je veux parler à une fille, on lui envoie des messages inbox, il a déjà 5 femmes et tout ça. Le sabotage. Le sabotage. Et les filles me répondent, bon, moi je ne veux pas être 6e et tout ça. Alors que vaudrait mieux être dans une relation où on vous épouse, plutôt que d'être dans des relations où on vous fait des promesses. Moi, je suis courageux, quoi. La plupart d'entre vous avez plus de 6 femmes, mais vous ne les épousez pas, quoi. Je ne parle pas forcément de vous sur le plateau. Je sais que je vous mets mal, là. Hein? Non. Pourquoi monsieur Penda. Non. Ça va? Je pense que va très bien. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous intéresse ce matin. Voilà, la citation du jour. La citation de ce jour. N'enseignez pas à vos enfants que vous êtes les seules personnes qu'ils doivent aimer. Celui qui aime plusieurs personnes ouvre les sentiers du bonheur. On peut reprendre. N'enseignez pas à vos enfants que vous êtes les seules personnes qu'ils doivent aimer. Celui qui aime plusieurs personnes ouvre les sentiers du bonheur. On peut un peu expliquer? Bien évidemment, il y a des parents qui par ignorance disent à leurs enfants, c'est papa et maman qui sont pour toi le centre du monde, et c'est eux que tu dois aimer, tu n'as pas besoin, voilà, qui crée ce qu'on appelle l'amour exclusif. Non. Et puis, au fur et à mesure que les enfants grandissent, quand ils ont déjà des moyens, vous verrez des parents qui veulent contrôler tout le bien qu'un enfant voudrait faire à quelqu'un d'autre. Papa ici ne doit pas aider son oncle Penda. Ou bien ça doit d'abord passer par eux. Il y en a même, ça ne passe même pas du tout. Ils disent qu'ils ont élevé leurs enfants seuls. Ils ne voyaient personne. Ils ne voyaient personne. Et vraiment, tous tes oncles veulent te tuer. Toutes tes tantes sont des sorcières. Non. Même tes amis. Parfois, ici, il y a des parents qui sont tellement exclusivistes que quand leur enfant a réussi, entre guillemets, mais ils vous en mettent plein la vue. Vous venez ici maintenant parce que mon enfant a réussi. Non. Parce que vous venez commander. Celui qui aime plusieurs personnes ouvre les sentiers du bonheur. Parce qu'en même temps, quand le malheur se met à frapper cet enfant, parce que ça peut arriver, vous ne pouvez pas être le seul à le consoler.
N'est-ce pas? Donc il faut enseigner aux enfants à ouvrir leur cœur à l'amour de plusieurs personnes. Et que les parents n'aient pas peur que leurs enfants aiment d'autres personnes. Moi, il m'arrive même de savoir que mon enfant aime mon ennemi. Quelqu'un qui me combat. Non, je ne dis pas à mon enfant, ne l'aime pas. Non, non. Laissez l'amour se faire. Simplement, c'est une valeur. On ne combat pas. Il est mon ennemi. C'est un de mes ennemis parce que j'en ai. Disent souvent à mes enfants, vous avez la chance parce que vous n'entrez pas dans les conflits de votre père. Parce que comme je ne suis pas quelqu'un de facile, donc il y en a qui disent on va le finir, on va faire ceci. Mais mes enfants ne sont pas mêlés à ça. Il ne faut pas enseigner aux enfants l'amour exclusif. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Ouiamek, que devons-nous faire? Cette dame a besoin d'un conseil. C'est vrai que Prosper a commencé déjà à donner un conseil en disant que la générosité est une vertu et qu'elle ne s'arrête pas. Mais en tant qu'humain, ça peut choquer. Oui, mais il y a certains problèmes qui sont à relever. Le DP a tenté de dire que les Blancs ne sont pas généreux. Non, la société est organisée autrement. Moi, j'ai vécu à Yaoundé dans 2 quartiers principalement. Le style de vie que je mène en Vogada n'est pas celui que je mène en Kouaba. Vous le savez. En Vogada, ma maison est accessible. Les gens peuvent venir dire je veux du sel, mon fils peut dire que je veux ceci, on veut les allumettes. Ça se passe en Vogada. En Kouabang, dans mon domicile de Kouabang, on ne vient pas demander les allumettes. Parce qu'il y a la barrière, tu ne peux pas sonner. On vient demander le sel. Tu apparais là, tu veux les allumettes. Tu veux les... Non, on va... D'ailleurs, je vais te faire interpeller. Je veux croire que tu as venu c'est un acte de sorcellerie. Tu as venu jeter un sort. Parce que je ne vais pas comprendre. Donc, comment je manifeste ma générosité en quoi? Quand j'ai une fête, j'invite les voisins, je peux passer un jeune m'interpelle. C'est différent. Donc, la société est différente. Nous avons un problème de promiscuité. Et là, Sa Majesté a parlé en termes trop savants. Il parlait de pudeur. Vous ne pouvez pas ouvrir votre maison au point que les gens aillent puiser la nourriture dans les marmites par terre ici. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup de léger. Il ne faut pas. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, tu découvres qu'ils sont mauvais. Ils auraient pu mettre quelque chose dans sa générosité va se retourner vers elle doit réinventer sa générosité. Ce n'est pas parce que vous êtes bon, vous êtes généreux que vous devez... Non, il y a des limites à tout et ces limites doivent être claires. Vous avez des gens chez vous, je vous parlais, j'ai un frère qui a voulu, quand je suis allé en Kouabang, instaurer le système de Mvogada en Kouabang. Et je suis assis comme ça, je vois les tôles dans ma maison. Je lui dis, ce sont les tôles de quoi? Il dit, la voisine va tôler sa maison. Je dis, mon frère, j'ai quitté Bogada pour ce genre de choses. Maintenant, je suis ici. Comment on a fait pour entrer dans avec les tôles pour venir mettre... C'est quelle histoire ça? Tu trouves une pièce qu'on ne peut plus fermer parce qu'on a mis les tôles du voisin qui va tôler. Non. Donc, en fonction du type de société, vous allez dire peut-être que les gens ont... mauvais cœur. Non, ont des attitudes de condescendance. Non, c'est qu'on ne vit pas d'une certaine manière avec les gens. On n'arrive pas, par exemple, chez les gens sans prévenir. On n'entre pas seulement, on dit que je veux le sel et tout. Donc, il faut qu'elle revoie son système. Elle aide au minimum, parce qu'ils sont dans ce camp-là. Ce n'est déjà pas un programme. Les voisins ne doivent pas avoir le programme de manger tous les jours chez vous. Non, ça doit arriver de temps à autre. Ils ne peuvent pas programmer leur ration dans vos marmites. Parce que, il faut le dire, très souvent, vous-même, vous n'êtes pas trop nantis. Vous vous battez seulement mieux que les autres, mais vous n'êtes pas si nantis que ça. Merci beaucoup. Nous parlons de la loterie américaine, l'influence de cette loterie américaine en Afrique. Je suis encore obligé de vous passer la parole, puisque vous venez justement de l'Amérique. Qu'entend-on par loterie américaine et comment se déroule cette loterie, Carlos? Alors, la loterie américaine, comme ça se dit, c'est une loterie et c'est un système qui permet aux personnes du monde entier, voilà, n'est-ce pas, d'immigrer aux États-Unis d'Amérique. Ça se joue chaque année. Parce que vous savez, la communauté noire aujourd'hui représente 5% de la population américaine.
Et c'est un jeu qui existe depuis le début des années 1980, qui a été lancé par le président de l'époque, 1980 donc. Et il existe donc depuis cette année. Il a été bousculé par plusieurs. Le président Trump d'ailleurs, il a voulu annuler ça. Mais c'est même passé au Congrès. C'est passé dans l'une des deux chambres. C'est-à-dire que l'annulation est passée, mais la deuxième chambre a bloqué et puis ils ont annulé. Donc c'est environ 7 millions de personnes qui jouent chaque année. Je vous rappelle que les Africains sont... les Européens jouent plus que les Africains en termes de nombre de personnes qui jouent. Parce que, souvenez-vous... Ils sont nombreux, les Européens, qui veulent aller en Amérique. Oui, parce que, regardez, la loterie américaine qui existe depuis donc des années, aujourd'hui, c'est 55 000 visas que l'Amérique donne à ces personnes qui veulent aller, qui veulent immigrer pour entrer en Amérique. 55 000 visas chaque année. Vous voyez, ça augmente la population américaine, ça donne de l'emploi. Ils ne sont pas très nombreux. Je me dis toujours, et ça c'est une analyse personnelle, que l'Amérique, puisqu'elle est première puissance dans plusieurs domaines, dans l'armement, dans pas mal de choses, elle souhaite être aussi, parce que la Chine est en train d'arriver avec la population, elle ne veut pas être derrière. Et puisque ces gens n'accouchent pas beaucoup, s'ils ont 55 000 personnes qui entrent chaque année, ben, ça allait faire beaucoup de population. Donc voilà en gros la loterie américaine. Donc c'est un jeu, il est gratuit, se joue en ligne, les cyber, vous voyez, toutes les capitales, toutes les grandes villes d'Afrique ont des effigies du drapeau américain. Ça a commencé depuis le 4 octobre, ça va aller jusqu'au 7 novembre, donc là il reste une semaine pour la fin. C'est uniquement en ligne sur un site, vous mettez votre photo, vos informations, vous soumettez, vous ne payez rien, et puis vous attendez le résultat qui va arriver au mois de mai de l'année prochaine. Donc voilà, en gros, il pourrait revenir pour que d'autres personnes parlent d'abord. Merci beaucoup. Quand vous accueillez le coach de Ibou FC, il faut vous montrer gentil. Il peut venir avec un mercato. Ouais, non, en fait, c'est cool. Hein, faut pas. Quand le Barça joue contre le Real, après le match, on s'embrasse. Hein. Merci beaucoup. Donc, de toutes les façons, nous le redisons dans ce matin, la Super Coupe Samuel Eto'o se terminera ce samedi 26 août du côté des Ceux, plus précisément au village de Ernest Obama qui s'appelle Ebogo. Cela est dit. Pierre Blériot-Niamek, la citation de ce matin. La citation de ce matin, la voici. La vraie lumière éclaire le chemin des autres. Celle qui brille pour elle-même l'obscurcit. On peut reprendre. La vraie lumière éclaire le chemin des autres. Celle qui brille pour elle-même l'obscurcit. On explique un tout petit peu. Bien évidemment. Prenons déjà du point de vue réel. Hein. Vous dites souvent à quelqu'un, aux gens, montre-moi la voie, c'est-à-dire éclaire la voie, n'envoie pas la lumière sur moi. Celui qui brille pour vous éblouir ne vous montre aucun chemin. Pour vous montrer le chemin, on éclaire plutôt le chemin. Quand nous sommes une étoile, ce n'est pas pour en mettre plein les yeux aux autres, c'est pour leur montrer le chemin. Merci beaucoup pour cette autre sagesse matinale, Pierre Blériot-Niamek. À côté de vous, on accueille donc le sucre national. Lui, c'est Bernardo Basson. Il est à Prengambé. Ce sont les Bassa de souche à Prengambé. On dit que ce sont des Bassa très méchants de ce côté-là. Ils ne sont pas comme les Bassa de Chesomba, et ils sont devenus un peu doux. Bernardo, bonjour. Bonjour. J'écoute dans la modération. Mais là, vous avez complètement inversé les choses. Ah bon? Ce sont les frères de M. Niamek et de Rigobert qui sont méchants. Je ne suis pas sûr. Vous, là-bas, en Gambé, c'est compliqué. Hein? Parfait, ici, nous sommes même réputés dans la cosmogonie Bassa pour être les plus mous. Hein, Ah bon? Babimbi vient de Bam. Bam veut dire étaler, vous voyez, donc ça veut dire affaler, étaler littéralement. Eux, c'est ngolong, le devant de la tête, donc la têtutesse là. C'est Omiobé. Vous voyez comment on est têtu là. Ils sont têtus. Bon, nous on n'est pas comme ça. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Oui. Un bonjour spécial à mes frères. Parce que la vie m'a donné 2 frères et puis je leur dis un bonjour spécial aujourd'hui. Basson Joseph et Basson Thierry. Bon, on a compris que c'est la famille Basson. Bien sûr, vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, les Nations Unies n'ont pas répertorié de journée mondiale d'international. Aujourd'hui également. Moi, je pense que nous allons répertorier ces journées mortes. Oui, et nous allons activer, on va leur donner vie. Tout à fait. On a dû commencer à proposer une journée consacrée aux démineurs. Tout à fait.
On essaiera encore de voir. Journée mondiale de la polygamie. Par exemple. Promotion de la polygamie. Par Journée exemple. mondiale pour la promotion de la polygamie. Pareil, Voilà. je vais noter dans mon calepin. Et... Voilà, nous sommes le On va suggérer cela aux Nations Unies. 24 août. L'identité de l'Afrique. Oui, oui, journée mondiale de la promotion de la polygamie. Et on va porter la revendication. Et on ira célébrer cela pour la toute première fois à Paris. À Paris, aux Champs-Élysées. À Paris. Et ce sera grandiose. Et puis Macron sera invité. Oui, invité d'honneur. Merci beaucoup. Pierre Bleriot-Niemek, ça peut faire l'objet d'une grande soutenance de thèse. Hein. Marché public et corruption au Cameroun, que faire? Non, mais il y a de gros travaux scientifiques qui ont été faits là-dessus. Tant mieux. Il faut rappeler la naissance des marchés publics, de la commande publique au Cameroun. Elle se produit au lendemain de la baisse drastique des salaires. Que l'économie commence à reprendre de l'entrain, on s'attendait à ce que les économistes avaient proposé qu'on relève le revenu des Camerounais par exemple ici. Les gens ont refusé cette option, ils ont créé quelque chose au niveau de la commande publique. J'étais encore étudiant lorsque j'ai vu pour la première fois la mercuriale au niveau des services. Parfait, on ne peut pas vous expliquer la mercuriale camerounaise pour un pays qui veut se développer, un pays pauvre, très endetté. Nous étions étudiants et j'étais vice-président en charge des infrastructures à l'association des étudiants de la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Vous savez à combien revenait un stylo à l'époque? Non. 700 francs. Un stylo. Et à l'époque, le stylo, lui, coûtait 50 francs. 50 francs. Vous voyez. Mais au niveau de la mercuriale, c'est C'était à 700 francs. Incroyable. Attends, c'est quel genre de stylo qu'on doit l'acheter à 700 Non, c'est le stylo de 50 francs que vous connaissez. La rame de papier revenait à qui était dans les 2000 à l'époque. 14 000 francs. Actuellement, Une c'est dans rame. les 2500, 3000. Voilà, vous voyez ça? Donc, ça évolue comme ça partout. Les gens ont donc créé ce réseau-là. Pour se faire de l'argent, au début, c'est les fonctionnaires eux-mêmes qui étaient encore les bénéficiaires de ces marchés. C'est devenu un problème tellement visible parce que c'est à ce moment-là que les fonctionnaires ont commencé à s'enrichir de manière ostentatoire. Alors, on a voulu refréner leurs ardeurs. On leur a rappelé que les fonctionnaires ne faisaient pas ce genre de choses. Ils ont trouvé une voie de contournement. C'est-à-dire ils ont créé dans des sociétés écrans. Ils ont vite compris cela. Puisque tout le monde est complice de tout le monde, même la NIF ne fait pas son travail. Et même quand on fait, on ne voit pas les résultats. Donc en fait, c'est organisé pour que l'argent revienne là où il était au départ. Vous comprenez le principe. En fait, rien ne se perd. Le stylo finit par passer à 1000 francs, je crois. Voilà, oui, aujourd'hui il est à 1000 francs. Donc les choses ne font. Alors, ce qui est dangereux, c'est qu'on va même plus loin. Il y a des marchés qui ne sont pas du tout livrés en dépit de toutes ces marchés fictifs. En dépit de toutes ces marges. Mais les marchés payés. Oui. Il y a des routes sur lesquelles vous passez, on vous dit que l'argent a déjà été décaissé. Non, ça vous êtes même au niveau des grosses infrastructures parce que là c'est encore tout autre chose. Au niveau des petits marchés, on a permis aux maîtres d'ouvrage de pouvoir désigner eux-mêmes sans trop de contraintes. passer par- Vous voyez. Et là, les gens se font beaucoup d'argent. Au niveau des grosses infrastructures, pour entourlouper les gens, les Camerounais sont allés voir avec des gens à l'étranger, des blancs qui ne faisaient rien, on les a habillés. Parce que pour nous c'est facile quand un blanc arrive. On sait que c'est du sérieux. C'est du sérieux. On lui achète des tennis à City Sport quand il descend à l'aéroport. Des jolis costumes. Des jolis costumes. Il vient donc, il va sur le terrain, il visite et les populations voient les blancs. Quand les populations voient les blancs, la presse en parle. On dit que bon, la route sera lancée. Et le blanc salue quelques vieilles femmes. Quand il rentre à Yaoundé, on décaisse l'argent. On donne au blanc sa part, il rentre. Les gens qui ont décaissé l'argent se partagent le reste. Parfois ici, à comme deux et tout. Terminé! Vous restez là-bas, vous aviez vu un blanc, vous avez salué le blanc, c'est terminé. C'est bon? Après des années, personne ne rend compte. Il y a des délais d'exécution. Vous trouvez que la plaque qui portait le nom de délai est tombée depuis. C'est-à-dire le délai est passé il y a 4 ans.
La plaque, les gens ont cassé le bois et ils sont allés faire la cuisine avec. Délai d'exécution. Mais c'est pas sérieux. Ailleurs, on a vu des pays où, au Rwanda, quand vous gagnez un marché public, parfait ici, pour le réceptionner, le président Kagame a ses règles. Si le marché est raté, celui qui devait exécuter le marché l'exécute à nouveau à ses frais. C'est clair. Non, lui, il n'a pas beaucoup de temps. Vous exécutez à nouveau le marché à vos frais. Ce qui fait que celui qui veut gagner le marché, vous ne pouvez pas lui raconter des affaires de vous donner de l'argent. Non, vous ne pouvez même pas. Il dit que mon frère, donc prends tout, pas réalisé. Et puis les quotas. Aujourd'hui, vous savez qu'on triche même avec la législation. On demande que les structures montrent la capacité qu'elles ont à exécuter un certain niveau de marché. On va fabriquer une structure, on lui prête un faux capital. Toujours dans nos manœuvres, on dit que papa ici doit disposer d'au moins 100 milliards de francs. On fabrique de faux documents qui disent que Parfait Haïti a une telle surface financière, alors que la société de Parfait Haïti existe seulement dans son sac. Et on lui donne un marché en centaines de milliards. Parce qu'on sait que... Mais comme les gens appartiennent au même cercle, personne n'attaque personne. Et puis le dernier problème étant que tant que tu fais tes marchés publics et que tu ne t'intéresses pas au pouvoir suprême, c'est bien, tu n'as pas de problème. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Nous en parlons depuis de longues années. Je ne sais pas ce qui se passe dans le domaine des marchés publics au Cameroun. Les uns les autres ont parlé de la corruption et de tout ce qui va avec, mauvaise exécution ou exécution pas du tout. Mais ça fonctionne. Il y a l'ARMP, il y a le ministère des marchés publics et tout le monde ne semble rien. Les gens ne semblent rien dire. C'est justement la mise sur pied de l'ARMP, par exemple, qui constitue le nœud gordien même de la problématique attachée au marché public. Vous savez, à la réalité, moi, M. Yemeka a vraiment fait le tour. Il a fait le tour de manière vraiment ramassée. Je vais essayer d'être peut-être méthodique, sans reprendre ce qu'il a dit. Il y a peut-être 3 choses que moi je peux relever. La première, c'est l'externalité qui naît de la mise en mouvement de ce qu'on va appeler le marché public à passer. C'est-à-dire, on ne définit pas toujours avec exactitude et avec justesse l'opportunité de l'attribution d'un marché ou pas. Il y a parfois des choses au Cameroun, des édifices plus grands ou des services plus petits à fournir qui ne sont pas forcément urgents, qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qu'on décide de faire passer pour des besoins que vous comprenez bien qui sont intestins et qu'on ne réalise pas toujours à terme. Donc le premier problème ici, c'est l'externalité dans ce qu'on décide d'affecter à la notion de marché et bien sûr, comme il a relevé, la fixation des mercuriales qui n'obéit à aucune logique et à aucune consistance. Deuxièmement, il y a l'inceste qui reste permanente dans la mécanique d'attribution des marchés publics. L'inceste ? Bien sûr. C'est-à-dire... Non, il y a le sexe dans les marchés publics. Parfait ici. L'inceste à tous les étages. Pourquoi ? À minima, dans les petits marchés d'exécution et de fourniture par exemple, moi j'ai souvent vu des jeunes filles dans les services des impôts avec 10 cartons en main, ce qu'on appelle les 4-9. Les 4-9. C'est-à-dire une jeune fille qui a 26 cartons, ans, c'est pratiquement qui a 50 millions. la poitrine bien debout, le derrière bien rebondi, brune et élancée. Quand je vois même mon cœur bat 2 fois dans Il y la a un poitrine. lien avec ces descriptifs et les marchés publics. Parce que ceux qui ont le pouvoir d'attribuer ces marchés-là, bien sûr, ont des relations sexuelles avec ces jeunes filles-là et leur attribuent des marchés sur cette base-là. C'est pas Disons pas tous, hein. Non, pas les relations sexuelles, on a des relations avec sexuelles. Ce sont mes mots, monsieur Yémen. Beaucoup aimé, ce sont mes mots. Donc il y a ça, et justement, il y a le fait que certaines personnes, comme ils l'ont dit, créent leurs propres entreprises. Donc il y a toujours de l'inceste qui naît et qui constitue à terme un délit d'initié. Ce qui débouche sur le troisième point. Le troisième point, c'est la marginalisation de la justice automatique en matière répressive pour les marchés publics. On vous crée l'ARMP, on vous crée le CONSUP, on vous crée la CONAC, qui devrait d'abord se mettre en mouvement, qui devrait ralentir ce qui pourrait être l'action judiciaire automatique et qui bien sûr alourdit l'action. Au point où quand ça arrive devant le juge, ça a pris beaucoup de temps, les gens sont devenus immensément riches. Parce que le prétexte des marchés publics au Cameroun aujourd'hui, c'est l'urgence de l'enrichissement pour les questions de succession. Ah bon? Il y a des personnes qui passent par ces marchés pour s'enrichir urgemment pour des questions successorales. Et donc, on les laisse faire
parce qu'on ne sait pas qui sera là quand dans 40 ou 50 ans, le gars décidera peut-être de rentrer au village. Vous voyez. Donc clairement, Dans 40, dans 50 ans? puisque je ne suis pas devin, je ne suis pas celui qui définit quand est-ce que les gens partiront, même si Dieu devrait déjà penser à faire son travail, parce que Dieu traîne beaucoup, c'est bien mon regard. Donc l'idée est de dire que, parfait ici, le problème ici, c'est que la justice n'est pas suffisamment outillée, n'est pas suffisamment prégnante et n'est pas suffisamment manifestée pour réprimer ces actes. Donc l'impunité est tellement marginale, tellement progressive qu'on ne peut à terme rien espérer. Et donc on aura toujours un pays en lambeaux. Maintenant pour l'exécution à proprement parler, il y a que les personnes qui attribuent des marchés veulent avoir cet argent 3, 4, 5 fois. Et donc volontairement freinent la bonne exécution de ces marchés. Demande à certains prestataires de ne pas les exécuter à fond. Regardez les stades, ce qui se passe. Il y a même les 4-9, comme il disait, les non livrés. On vous dit les 4-9 non livrés. Tu ne le livres pas. Viens seulement avec ton dossier fiscal, dépose ici. On va trouver la pirouette, on va te donner l'argent là. Et tu nous reverses de notre part. On a 30, 40, 50% que tu reverses à celui qui t'a attribué le marché. C'est-à-dire, on t'attribue par exemple un marché de 500 millions. Oui. C'est un exemple. On te dit, bon, tu ne livres pas. Dans les 500 millions, nous allons te donner 250 millions. Tout simplement. Et nous restons avec 250 Tout millions. simplement. Et la vie continue. Mais la vie continue. Et tout le monde est content. On dit, il y a ayo, ayo, ayo. Voilà. Omyobe qui était nationaliste, vous, au niveau de l'UPC, vu de ce moment, est-ce que vous faites honneur à Omyobe? Si Omyobe revient aujourd'hui à la vie, sera-t-il content de vous qui êtes au niveau de l'UPC? Parce qu'en ce moment, on ne sait même plus combien d'UPC existent. Vous avez trahi Omyobe, vous avez trahi son idéologie. Madame parlait tout à l'heure d'altruisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Parfois, ici, votre question est viciée. Je ne vais pas tomber dans ce piège. Je veux revenir au vrai débat auquel vous m'avez convié. Pour parler de l'héritage de quelqu'un, il faut savoir qui il est. Au prophète n'a pas parlé de Non, je vais arriver. l'échec de l'UPC. Je vais arriver. Vous ne voulez pas dire que j'avais trahi Omyobe Parfois, ici, par vos luttes intestines. Parfois, ici, je vais arriver. Je vais arriver. Je rappelle que vous ne pouvez pas parler d'un héritage sans le connaître, sans connaître l'homme. Allez-y. Parce que c'est un homme qu'on connaît qui laisse un héritage qu'on peut voir. Tout à fait. Omyobe est né en 1913. Un an avant 1914. Pour ceux qui savent ce que c'est 1914. Il a donc vécu l'injustice. Omyobe a vécu au moment où il était plus facile d'être esclave que d'être un homme libre. Bien sûr. Quand on est esclave, on ne paye, on n'achète rien. On est sous la domination, mais en réalité, on vous nourrit, on vous habille, on fait tout. Choisir le contraire, c'est de la liberté, ressemble à la folie. D'où l'épithète rebelle, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait pu rester esclave et vivre sans charge, parce que l'esclave n'a pas de charge. Il choisit de se libérer et libérer son peuple pour se créer des charges. Voilà son premier crime. La deuxième chose, c'est que Omyobe, ceux qui ne le savent pas, n'est pas seulement le père d'un national camerounais, il est le père d'un national africain. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que Nelson Mandela qu'on vénère a été à l'école de Omyobe. C'est Omyobe qui le recommande aux Algériens. C'est acté. Maintenant, en termes d'héritage, pour le comprendre, il faut malheureusement ouvrir un livre où il a écrit. Ce n'est pas dans nos habitudes. Ça s'appelle « Ce que veut le peuple camerounais ». Il écrit en 1953. Il est dédicace le 8 décembre 1953 à Paris. Pour laisser des traces. Et là-dedans, vous allez voir donc qu'il parle, ce que veut le peuple, c'est quoi? Il parle d'un postulat que les Blancs, pour dire de façon prosaïque, ont divisé le Cameroun. Le premier principe, c'est réunification immédiate. Et pourquoi immédiate? Parce qu'il se rend compte que la Libye qui a été colonisée par l'Italie, elle était également sous mandat, avait un délai pour le mandat. Je crois que la Libye, même chose. Le Cameroun n'avait pas de délai. Il dit aux Blancs, non, aux Nations Unies, que vous ne pouvez pas nous mettre sous mandat sans un délai. Mais comme vous ne voulez pas mettre, nous on fixé 10 ans. Donc, Omyobe, le mandat finissait en 56. Et c'est pour ça que lorsqu'il rentre en 55 des Nations Unies, il fait le compte en disant que le problème de l'indépendance est réglé. Parce que dès lors qu'on n'est plus sous mandat, le reste devient un problème de date. D'où donc les trois principes: réunification, fixation d'une date pour l'indépendance et élévation du standard de vie. Et dans ce que veut le peuple camerounais, il parle de démocratie, il parle de développement avec tous les secteurs, il parle de tout. Et finalement, on avait fait le contraire. Hein?
Je viens. Il parle même de la décentralisation lorsqu'il parle de la question des territoires. Voilà l'héritage de Oumniobé. Voilà l'héritage donc. C'est-à-dire, tout ce qu'on aurait pu faire sur le plan du management national, de la gouvernance, Oumniobé a laissé ça en les mains des Camerounais. Mais le choc, et le premier coup d'État, c'est quoi? C'est Mesmer. Et là, je vous encore lire un livre. Malheureusement, ce n'est pas dans nos habitudes. Mesmer, dans son testament écrit, on donnera l'indépendance à ceux qui l'avaient donné le moins, et les autres seront combattus, y compris militairement. Ça, c'est donc l'héritage de Oumniobé. Qui a le coup d'État au Cameroun? C'est entre un homme qui a préparé l'après-liberté et l'autre qui vient dire non, comme la liberté est prête, on va donner à ceux qui n'étaient pas prêts. L'héritage, donc, c'est celui-là. Le point que vous posez, c'est est-ce qu'il y a les héritiers? Faisons la différence entre l'héritage et les héritiers. L'héritage est là, il est constant. Mais il n'y a pas d'héritier. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Mais Oumniobé a fait ça et a laissé un instrument de conquête de liberté et de la suite. C'est cet instrument qu'on appelle l'Union des populations du Cameroun. Dans la triptyque mystique de l'UPC, il faut faire des populations un peuple. Parce que c'est maintenant un peuple qui va la conquérir sa souveraineté. Et c'est pour ça que, si vous parlez d'expérience aujourd'hui, le problème anglophone, qui est une réalité pour contre comme vous voulez, est le procès de la mauvaise réunification du Cameroun. Parce que nous avait dit, c'est encore l'héritage, que si l'indépendance arrive avant la réunification, elle va se passer dans le sang. C'est ça, c'est l'héritage. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Mais qui devrait être les héritiers de Oumniobé? Ce n'est pas seulement les UPCistes. Lorsque j'ai conquis la liberté et qu'on te la donne en gestion, tu es mon héritier. Tu dois mettre en œuvre la liberté selon ce que j'ai prévu, puisque toi, tu n'es pas formé. Le problème donc, je vais couper pour revenir aux querelles intestines du PC. Je rappelle que Oumniobé était un homme d'exception. Je ne veux pas dire comme on en a, mais c'est un homme d'exception. Dans sa génération, il était l'un des plus brillants. Parce qu'en général, c'est l'environnement qui forge un homme. Oumniobé a vécu l'injustice et a décidé de se battre contre pour que le peuple camerounais en profite. C'est encore son héritage. Mais la suite à l'UPC, c'est quoi? Et ce sera pour chuter. C'est que lorsque vous créez un instrument, mettez en place un instrument en 48, et quand vous assassinez en 58, vous avez 10 ans. En 10 ans, vous ne pouvez véritablement pas tout théoriser de manière que vous étiez lisez seulement. Vous laissez une charpente, vous laissez une fondation, vous laissez peut-être une toiture, mais les études doivent mettre les murs. Et pour être honnête, nous ne sommes pas encore arrivés à nous entendre sur quel mur. Est-ce que c'est là le mur rempli de terre cuite? Est-ce que ça pourrait... Et d'où donc, nous ne devons pas poser également ça. Si vous lisez l'article 4 de cette UPC, c'est le seul parti qui est un mouvement politique et qui accepte en son sein des pans entiers de parti. Ça veut dire que vous pouvez être au RDPC. Et venir adhérer à l'UPC en tant que parti politique et rester tel quel. Il suffit d'accepter que l'héritage de Oumniobé, qui n'est qu'un héritage de conquête de liberté, de souveraineté, de bon management, c'est ça. Vous n'avez pas de problème. Très bien. Maintenant, le problème qui se passe à l'intérieur de l'UPC, c'est que dès que vous êtes un mouvement politique, vous êtes un sujet à courant. Il faut le savoir. Les courants, selon Oumniobé, étaient l'expression de la démocratie au sein du même parti. Et c'est pour ça que, pour les puristes, l'UPC est un parti de grand écart. Il va de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est ça le mouvement politique. À l'intérieur, il n'y a pas d'unanimisme. Ça, c'est de l'empreinte pour ça. Nous acceptons à l'intérieur de l'UPC tout. Mais un grand mouvement politique fonctionne comment? Lorsqu'on va à un congrès, les mouvements fonctionnent comme ça. Les tendances ou les courants fonctionnent avec leur motion. La motion qui a gagné dans la tête du parti, les autres suivent. À défaut, se taisent mais ne combattent jamais. Mais, je vous ai dit au départ que... Alors là, monsieur Dier, vous n'allez plus chuter. On a pris beaucoup de temps. Je vais chuter dans une minute. Oui, chutons. Le problème donc, les autres doivent également intervenir. Le problème de l'intérieur, c'est que vous ne pouvez pas dans un système où on vous interdit de tenir des réunions, où on désigne vos représentants et sinon vous avez des tendances. C'est-à-dire que le parti s'assoit. Il dit, par un congrès, voici nos dirigeants. L'administration prend acte que nous avons pris acte de vos changements. Et le lendemain, on dit non. Si vous voulez parler du PC, c'est tel. Est-ce que c'est une division? Non. Deuxième chose, vous partez, lorsque les gens ne s'entendent pas dans un mouvement, ils vont au tribunal. Le tribunal décide. L'administration pense et continue à faire le contraire. Est-ce que ça dit? Non. Il s'agit d'un problème de coup d'État, le premier du Cameroun. Que l'administration camerounaise n'accepte pas comme le... Parce que nous, on accepte la contradiction. C'est dans nos gènes. J'ai voyagé avec une jeune dame, nous allions à Bouya.
De Yaoundé à Boya, je voulais parler à la jeune fille. Je n'ai pas pris le courage. C'est quand nous arrivons au stationnement, elle veut prendre sa moto, que je veux commencer à lui. Elle me dit non. On a fait 4 heures de temps. 6 heures de temps. C'est maintenant que non, il se fait tard. Je crois que j'ai pris la leçon. Désormais, quand je m'intéresse à quelque chose ou à une personne, je le lui fais savoir. Merci Donc, beaucoup. ça c'est pour dire à ceux qui... Non. Si vous vous intéressez vraiment à une femme, nous avons le droit de draguer les femmes, non? Tout à fait. Mais dites-lui que Et madame... non de faire des grimaces comme des singes. Non, les attouchements, non, c'est impoli. Mais dites-lui, madame, vraiment, si vous convenez, on peut se rencontrer à nouveau. Et comme la technologie a favorisé le hasard, On s'échange de contact. j'ai une bonne mémoire. Dites seulement. Et je vais retenir. Merci beaucoup. Hein. Fadima Chou, lorsqu'on regarde comme les salaires des employés et des agents de l'État au Cameroun, les salaires sont suffisamment bas. Dans un tel contexte, est-ce qu'il est facile pour ces agents de l'État de résister face à des actes de corruption ou même des détournements des deniers publics? Ce problème du salaire, franchement, ça fait partie des causes structurelles de la corruption. Quand on va dans les causes Le salaire, la contrepartie du travail. on voit, je parle des causes structurelles. Quand ils sont bas, ils sont la corruption. Lorsque les salaires sont bas. Non, lorsque le travail lui-même est bas, le salaire doit être bas. C'est ça le Vous problème. voulez faire comprendre un ne travaille pas d'abord, c'est ça? Posez-lui la question. Allons-y, Fadima Chou. Chacun Ils sont dit ce très qu'il peu qui connaît. travaillent véritablement. Très peu. Chacun dit ce qu'il connaît. Lorsque les salaires sont bas, ça fait partie des causes. Et on peut dire que parfois l'agent est aussi à la exposé à la vindicte populaire. C'est vrai que la corruption ne saurait être encouragée dans ce monde-là. Mais l'une des causes aussi, quand on voit tout ça, c'est la pauvreté, le savoir-vivre, la moralisation, tout ça, le manque d'éthique et autres. Mais on ne saurait se substituer à cela. Toujours est-il que la corruption n'est pas une bonne chose. Mais obtenir une faveur ou bien, je veux dire une faveur moyennant quelque chose n'est toujours pas bien. Il faut faire son travail. Faire son travail quitte à ce que la personne vienne te dire merci. Mais pas exiger cela. La corruption, les salaires bas. En entrant dans la fonction publique, on savait déjà que les salaires étaient là comme ça. Est-ce qu'on avait le choix d'entrer ailleurs? On a toujours le choix dans la vie. La fonction publique n'est pas le seul endroit où on peut employer les gens. Il y a aussi le secteur privé. C'est facile Et on d'être peut admis dans ce secteur Aujourd'hui, privé. je comprends quand mon champion demande à ce que les gens s'auto-emploient. Parce que la fonction publique ne saurait satisfaire les besoins de tous. Il y a un problème dans ce sens-là. Alors, il faut chercher à diversifier nos gagne-pains. Et si tout le monde venait juste à la fonction publique, non. La fonction publique, on va dire aujourd'hui, c'est à peu près comme le sacerdoce. Même dans le privé, il y a la corruption là-bas. D'accord. bien sûr. Pierre Blais, oui. Mais j'ai pas fini. Laissez-moi finir parce qu'apparemment ils ont trop à dire quand je parle. Donc, et il y a ce problème-là qu'on devrait de plus en plus combattre. Cela fait partir un peu de notre image, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Nous avons la corruption n'est pas seulement un problème particulier à un pays, mais aussi c'est un problème général. Mais chaque État devrait en principe se battre comme le fait déjà le Cameroun pour ne pas tomber dans les... Le Cameroun se bat Il se bat très bien quand vous En voyez quoi la faisant? CONAC. Quand vous voyez la CONAC travaille. Quand vous voyez la NIF travaille. Ils envoient régulièrement leurs rapports. Et en plus Donc, de ça, le travail, c'est d'envoyer les rapports. pas d'envoi, mais ils enquêtent. Ils enquêtent. Et après avoir enquêté? les dénonciations, ils n'ont pas un pouvoir coercitif comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est vrai. Et ça sert donc à quoi? Si ça D'enquêter, sert d'envoyer parce des que- rapports. si Et ça finalement, sert parce madame, que- je vous pose une question. Ça sert à quoi? D'enquêter, Ça d'envoyer sert des à rapports. beaucoup. Et après, on prend les mêmes rapports, on jette dans la première poubelle. Non. C'est pas comme ça. Par exemple, quand la chambre de compte vient faire
il essaye aussi de voir, on essaye de voir les enquêtes et les rapports de la CONAC, on a interpellé on a interpellé plusieurs dans ceux qui sont en prison là. Est-ce que c'est du fait de la CONAC? Non, est-ce qu'on les a interpellés juste parce qu'il fallait les interpeller? La CONAC est allée enquêter au secrétaire général de la présidence de la République. J'ai entendu quelqu'un dire aussi que quand on vient le pour prendre, on prend juste la tête, on laisse. Non, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont partis avec toute une chaîne de personnes. C'est que comme ils ne sont pas populaires, on n'expose pas souvent. Beaucoup sont acquittés, hein, au tribunal social, beaucoup sont acquittés là. Mais ça c'est normal parce que quand on si on dénonce quelque chose, c'est normal. Le tribunal est fait pour ça. Si on dénonce quelque chose et que par la suite tu viens avec des preuves que voilà, ça tu n'étais pas là-dedans, c'est normal qu'on t'acquitte. Merci beaucoup. C'est normal. Pierre Bleriot-Niamec, 41 ans plus tard, nous parlons toujours de la lutte contre la corruption au Cameroun, de la lutte contre les détournements des deniers publics. Est-ce qu'il ne faut pas dire que c'est de lutte-là, au regard de cette piété? Vous permettrez que je vous présente l'image du Cameroun, ensuite que je fasse rapidement une analyse. Allons-y. Un homme dans la force de l'âge avait fait un très grand champ de cacao sur plus de 100 hectares. Quand il était jeune et fort, il avait la possibilité chaque semaine de visiter toute sa cacaoyère. Il voyait dans l'état et il voyait lorsque quelques riverains tentaient d'entrer dans sa cacaoyère pour y prendre quelque chose, il allait prévenir que j'ai vu que tel riverain a essayé d'entrer, que ça s'arrête là. Au fil du temps, cet homme a eu des enfants. Ces enfants ont commencé à s'acoquiner avec les riverains et à faire la cour aux femmes des riverains, à céder des portions de sa cacaoyère à son insu. Fatigué, cet homme ne pouvait plus faire le tour du champ. Et ses enfants venaient lui dire constamment que le champ se portait bien et qu'il visitait le champ pour lui et que tout était bien, que les récoltes étaient au beau fixe. Cet homme avait donc pris l'habitude d'écouter ce chant-là de ses enfants. Un jour, il a appelé ses enfants pour que ses enfants lui rendent compte de l'état de la production. Il s'est rendu compte qu'il n'avait plus de champ. C'est l'image du Cameroun. Le champ avait disparu. Donc, et là, vous parlez du Cameroun. C'est exact. Voilà cette grande cacaoyère. Voilà ce qui s'est passé. Alors, maintenant, est-ce que nous aurons un Messie qui va reconquérir la cacaoyère? Il y a un rapport que j'ai lu qui fait remarquer que en quelques années, les Camerounais ont détourné, et ça c'est un rapport sorti de la DGI, plus de 8 000 milliards. Le budget actuel du Cameroun, c'est à peu près 6 000 milliards. L'argent du contribuable se trouve entre les mains de certains Camerounais à plus de 15 000 milliards. Ces Camerounais sont vivants. C'est vrai, ils ont des doubles nationalités pour la plupart, mais leurs noms sont des noms camerounais. C'est-à-dire, ils s'appellent qui Essama, qui Niémé, qui ainsi de suite. C'est des noms camerounais. Ils ont pris cet argent. Le président actuel de la République n'est pas celui qui a commencé à lutter contre la corruption. On a menti aux gens qu'à l'époque d'Ahidjo, les ministres et autres ne volaient pas. Non. Les ministres du président Ahidjo volaient beaucoup. Et le président Paul Biya, qui était l'un de ses ministres, voyait les autres voler et ça l'énervait. Qu'Ahidjo ne voyait pas. Parce que ces ministres étaient plus futés qu'Ahidjo. Le président Paul Biya, ayant vu les manœuvres de ses ministres, s'est promis de les traquer s'il venait à diriger le pays. Seulement en 82, dès que le président Paul Biya prend la direction du pays, les ministres voleurs orchestrent un faux premier coup d'État en 83, coup d'État manqué. Et ensuite, en 84, pour purger le régime, ils ont encore inventé une vérité que les Camerounais sauront plus tard. Parce que jusqu'à présent, la vérité n'a pas été dite aux Camerounais sur le coup d'État de 84. Ceux qui ont organisé le coup d'État de 84 sont encore dans le régime. Et c'est encore eux qui tirent les ficelles. Ils ont organisé ça pour faire peur au président Paul Biya. Et depuis que Paul Biya est entré dans la peur et quelquefois la torpeur, ils ont eu le temps de vendre toute la cacaoyère. Et c'est les mêmes qui se préparent à vous dire qu'ils veulent à tout prix que l'enfant de Paul Biya lui succède. Parce qu'ils savent que lui n'a même pas eu le temps de connaître la cacaoyère, qu'ils ont déjà vendue en entièreté. Et donc ils vont lui remettre un cadeau totalement empoisonné.
voilà votre pays, voilà à quoi il ressemble. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV, 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Ce matin, nous avons choisi de parler de l'infidélité et comment pouvait-il en être autrement. Nous collons quand même à cette actualité. Il s'agit de cette vidéo devenue virale au niveau des réseaux sociaux où nous avons monsieur, visiblement l'époux de la dame, où le monsieur est dans tous ses états et qui aurait surpris son épouse en plein acte d'adultère avec son amant. Il insiste qu'il puisse le refaire, qu'ils puissent faire ce qu'ils ont eu l'habitude de faire devant lui, devant ses yeux, ceci sous le coup de la menace. La vidéo a créé une forte émotion au niveau tout simplement de toute la communauté. Nous élargissons le débat ce jour en nous posant la question de savoir comment devrait-on réagir lorsqu'on est face à un cas d'infidélité. Si un monsieur surprend sa femme en cas d'infidélité, quelle devrait être la réaction du monsieur et vice-versa. Je vais d'abord passer la parole à Bernardo Basson pour qu'il nous définisse d'abord l'infidélité dans le cadre des couples. C'est quoi l'infidélité? Qu'est-ce que vous fait sourire, Bernardo? Parce que la question que vous me posez peut avoir des réponses selon qu'on soit sur le plan social, sur le plan juridique, etc. Donc les incidents ne sont pas les mêmes par rapport à la pour l'instant, nous ne parlons pas encore des incidences. Là, c'est Tchétchéra, dis-nous. Alors, déjà, le terme, c'est un mot composé. Vous avez fidèle. Fidèle qui est le radical du mot. Fidèle qui signifie attaché, lié, noué. Donc, le fidèle, c'est celui qui est lié à quelque chose et qui respecte quelque chose. Donc, la fidélité, c'est bien sûr un autre nom qui est intimement lié, qui est synonyme de fidèle. Fidèle, la fidélité. Donc, infidélité, le préfixe in est un préfixe de contrariété. Le contraire. Donc, voilà. Donc l'infidèle, c'est celui qui n'est pas fidèle, donc qui ne respecte pas un engagement, qui ne respecte pas une liaison, qui ne respecte pas un attachement, un nœud qu'il a pourtant contracté. Donc dans le cadre des relations amoureuses, l'infidélité, de manière prosaïque, de manière simple, c'est le fait pour un des partenaires de ne pas respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'autre partenaire, notamment pour les cas les plus usuels, l'engagement de conserver sa sexualité exclusivement pour le partenaire avec lequel on s'est engagé. Merci Bernardo pour cette définition. Si nous étions à l'école primaire, on devait applaudir pour vous. Hein. Mais bon, dommage. Je vais passer la parole à Hortense. Hortense, que pensez-vous de l'infidélité de manière générale? Bon, déjà, lorsqu'on parle de l'infidélité de manière générale, allons-nous parler de l'infidélité dans le contexte africain ou bien dans le contexte mondial? Parce que je pense que... Vas-y, à toi de voir. Je vais beaucoup plus m'attarder sur le contexte africain. Premièrement, lorsqu'on parle de l'infidélité, on parle beaucoup plus de la femme dans le contexte africain. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous savons que les hommes sont nés pour être des polygames. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui n'ont toujours pas accepté ça jusqu'aujourd'hui, mais naturellement, les hommes sont nés pour être des polygames. Et même si on revient même au fait qu'il y a tellement de femmes et très peu d'hommes, donc si on dit une femme, un homme, vous voyez vous-même que ça ne se fait pas. Et il y aura des femmes qui n'auront rien. Qui vont jamais connaître l'homme de leur naissance jusqu'à leur mort. Et là, c'est une injustice. Voilà. Et vu que toutes les femmes doivent donc connaître cette vie-là, donc automatiquement, les hommes ont l'obligation d'avoir au moins 2 femmes. Oh, on peut applaudir pour vous. Hein. Ça, c'est ma pensée à moi. Je suis très d'accord avec ce monsieur qui disait, il y a une polémique qui a circulé. Un monsieur disait à l'Assemblée que si on interdit la polygamie, vaut mieux on tue tous les hommes, mais ils n'accepteront jamais qu'on interdise la polygamie. Et je suis très d'accord avec ça. Donc, mais par contre, la femme, elle est censée être fidèle. Bon, on peut aussi taxer l'homme d'infidèle du moment où un homme qui accepte, oui, je vais être polygame, je peux avoir plusieurs femmes. Il ne faut pas confondre l'infidélité au manque de respect.
Parce qu'il y a des situations où ce n'est plus l'infidélité, c'est plutôt le mépris de l'autre. Ça veut dire qu'un homme, sachant qu'il doit avoir plusieurs femmes, il nargue celle avec qui il est parce qu'il lui montre qu'il peut avoir plusieurs femmes. On peut avoir plusieurs femmes tout en respectant celle qui est là. Et c'est justement pour ça, toutes les femmes, je vais vous dire une vérité, toutes les femmes au fond savent que leurs hommes ont toujours des petites quelque part. Mais elles ne veulent pas que leurs petits montrent cela officiellement quand même. Au moment où l'homme le fait dans le strict respect, où il ne méprise pas son épouse, vraiment, il n'y a pas de souci. Il y a même des moments où nous les femmes, nous faisons des petites crises de jalousie, mais bon, c'est pour montrer à l'homme que tu es important. Mais au fond, nous sommes conscientes que on ne peut pas les avoir pour nous toutes seules. Mais par contre, la femme, la fidélité de la femme, c'est d'abord pour faire l'honneur à la femme elle-même. Pourquoi? Parce que une femme que tout le monde connaît, vraiment, ce n'est plus une femme. On appelle souvent ça vulgairement Matela du quartier. Ah bon? Pourquoi? Parce que la fidélité de la femme... On dit qu'elle est gentille. Ça, c'est pas de la gentillesse, c'est la vulgarité. La fidélité de la femme, non seulement ça fait honneur à la femme, ça fait aussi honneur à son homme. Et même à sa famille. À sa famille. Parce que lorsqu'une femme est très fidèle, son mari, quand il passe quelque part, il peut gonfler les épaules. Parce il bombe le torse. Voilà. Et personne n'a le courage de lui dire du n'importe quoi. Mais du moment où tout le monde sait que on peut faire de ta femme comme on veut vraiment, toi-même l'homme, tu deviens aussi le joueur de tout le monde. Mais dans ce genre de situation, moi, j'aimerais bien que les hommes puissent être capables de garder leur calme. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve, on sait bien que les hommes sont beaucoup plus matures que les femmes. Les hommes se maîtrisent beaucoup plus que les femmes. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la maîtrise naturelle, mais dans ce domaine-là, les femmes se maîtrisent beaucoup plus que les hommes. Dans le domaine de l'infidélité, la femme a une maîtrise que l'homme n'a pas. La femme peut trouver son mari avec une autre femme, même si c'est dans leur lit conjugal. Parfois, d'autres femmes, elles ont bavardé, mais parfois, un mec cache même ça, il garde même ça pour qu'on ne sache pas que son mari a amené une femme chez eux. Mais maintenant, il y a un truc que les hommes doivent comprendre. Si la femme arrive à de tels extrêmes, qu'est-ce que l'homme a fait pour qu'elle arrive là? Est-ce qu'elle est satisfaite? Là, c'est un autre débat. Hein? On y reviendra tout à l'heure. Déjà, moi, on reviendra aux causes de l'infidélité tout à l'heure. Il faut donc, lorsque vous demandez qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de cas, il faut juste avoir de la maîtrise. Soit on répudie sa femme, soit on pardonne et on continue la vie normale. Merci, Hortense. Maïmouna, comment gérer l'infidélité si jamais vous trouvez votre homme en flagrant délit? Vous trouvez votre homme avec une autre femme en train d'aller au Kosovo. Comment vous gérez cette affaire? Ou alors, c'est l'homme qui trouve sa femme en train d'être traité de manière bizarre par notre homme en plein acte d'infidélité. Comment le partenaire ou la partenaire qui est trompée doit gérer le cas d'infidélité? La charité commence chez soi. Beaucoup de fois, en fait, avant, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je pensais que l'amour était tout. Et que quand quelqu'un me disait que je t'aime, ça veut dire qu'il m'appartient à moi et que je ne partageais pas. Et que, en fait, c'était mon monde ou quoi. Mais quand je commence à voir ce qui s'est passé, on appelle ça en anglais heartbreak. Donc, cœur brisé. Cœur brisé. Donc, il y avait trop de cœur brisé jusqu'à le cœur était déjà trop dur. Donc, je ne sentais plus un cœur brisé et que quand je voyais ça, je pensais que c'était un truc normal. Et l'homme peut mentir à Dieu qui est humain. Donc, chaque fois que je pouvais trouver mon gars en train de tricher, je dis seulement, finissons pas. Il va expliquer, on va pardonner, la vie va continuer. Donc, pour moi, l'infidélité, c'est un mot tellement vaste pour définir juste aux manières de couple. Ça, c'est, moi, je prends ça comme un mot qui joue sur nous-mêmes. Parce que tout humain est infidèle, soit envers Dieu, soit envers ton partenaire. Mais c'est quoi l'infidélité vraiment? C'est la parole et l'action. Tu dis A et tu fais B. Et ça, on ne peut pas changer de l'homme. Mais l'autre côté d'être fidèle, c'est maîtriser qui tu es et l'action que tu fais. Parce que quand tu te maries, tu pars à l'église, tu dis devant Dieu, ah, je vais être fidèle. Donc, toutes ces paroles-là, quand tu dis qu'est-ce que tu penses, qu'il sera pour toi-même et qu'il va rester accroché à toi et tout ça. Donc, toutes ces choses-là, pour moi, ça attire beaucoup plus le stress que nous on évite déjà.
le corona nous a porté de stress. Il y a déjà trop de stress santé, politique et tout qu'on évite. Donc les stress sociaux là, nous ne sommes plus dedans. Et en plus, en 2021 siècle, on ne définit même pas l'infidélité parce que ça n'existe plus. Comment ça? Je suis avec un gars, il a sa femme, tu as ton homme et vous êtes là, vous partagez après l'autre après. Ah bah vous mélangez. Donc vous comprenez, donc chacun arrive à définir le thème à sa manière. Dans le monde n'existe même plus. Oh Maïmouna, d'accord. Je vais passer la parole à Pierre Blérion, parfois qui s'est positionné ici de temps en temps comme étant un grand conseiller matrimonial. Alors, Pierre Blérion, collons un peu à l'actualité. Hein. On a eu ce que l'on appelle vulgairement l'affaire Ndomo. L'affaire Ndomo. Donc, cette vidéo est devenue virale où le monsieur a surpris son épouse en flagrant délit d'infidélité et le monsieur décide de dire à son amant de continuer ce qu'il était en train de faire sur sa femme, sur le coup naturellement de la menace. Et je ne vais pas répéter tout ce qu'il disait, c'était trop compliqué pour des problèmes d'ordre éthique et déontologique. Même la vidéo on ne montrera pas puisque nous avons la vidéo. Alors cela a créé un choc chez plusieurs individus qui ont condamné de manière très forte le monsieur. Entre-temps, d'autres également ont dit que la femme elle-même qui se comporte de cette manière mérite ce genre d'humiliation. Alors, vous vous situez à quel niveau face à cette vidéo, excusez l'expression, la vidéo de Ndomo? Bon, mais la vidéo de Ndomo pose beaucoup de problèmes à la fois. Nous ne sommes pas dans une simple infidélité. C'est le lieu de la commission de l'acte qui aggrave cette infidélité. La femme est en train de commettre cet acte-là dans le domicile conjugal. Oh là là. Il faut commencer par là. Chez les Bassans, on dit si tu fais l'aisselle dans le champ de quelqu'un, tu n'es pas obligé de déchirer toutes les feuilles de Macabo. Le macabo. Pour te torcher. Pour te torcher. C'est ça qui est mauvais chez ce garçon. Je l'ai souvent dit, quand une femme, et la Bible le dit clairement, la femme qui dit à l'homme, allons à la maison, mon mari a pris le sac d'argent, il a voyagé pour une longue période, elle t'amène au séjour des morts. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire que si tu suis cette femme-là, tes pas, tu la diriges vers le séjour des morts. On peut parler d'infidélité, mais un homme, quelqu'un qui quitte et va dans le domicile d'un autre homme pour coucher avec la femme de cet homme dans ce domicile, qu'il sache que même s'il s'en sort, en fait, c'est un mort en sursis. Chaque fois que tu sors de là, ne dis pas de merci à Dieu. Comprends juste que le programme de tes obsèques est en préparation. Et la femme qui te dit de faire cela, bien évidemment, elle est diabolique. Ça, il faut le dire comme ça. C'est diabolique. C'est un esprit diabolique particulier qui dit qu'à l'homme chez moi. Donc, il faut distinguer. Maintenant, un homme qui part fouiller, on m'a dit que ma femme sort avec le patron. On a aussi eu des cas comme ça où un monsieur allait faire du bruit à l'entreprise. Ouais. Là, c'est un autre malade. Revenons sur le cas de monsieur, je ne sais pas comment, qui demandait que la femme et l'homme continuent. Il faut comprendre ici que le monsieur n'était plus dans son état mental normal. Oui. Il avait perdu le contrôle et il exprimait là un déséquilibre mental. On voit même à un moment donné dire voilà. Il exprimait là un déséquilibre mental. Parce que vous ne pouvez pas savoir. Beaucoup aiment dire si j'attrape ma femme avec un homme, je vais faire ci ou ça. Un grand-père à moi m'avait dit Niamey, tu ne sais pas ce que tu vas faire si tu attrapes ta femme avec un homme. Et je ne comprenais pas. Après, il m'a expliqué que parce que tu ne sais pas dans quel état toi-même tu seras. Il m'a donc raconté l'histoire d'un jeune homme qui avait attrapé, qui le disait constamment. Si j'attrape ma femme avec un homme, je découpe cet homme. Et il a attrapé un jour sa femme avec son propre père. Et il a eu une attaque, il a eu l'AVC. Oh là là. Bon, il n'avait plus la force de découper quoi que ce soit. La quantité d'émotions que vous avez mises dans une relation détermine le type de réaction que vous aurez si vous venez à trouver une telle chose. C'est pour cela qu'il faut calmer ces émotions. Si on vous dit que votre femme est quelque part, n'y allez pas. Parce qu'en y allant, vos émotions peuvent être très violentes. Maintenant, l'infidélité homme-femme chez nous n'est pas la même chose. Ngoïkan l'a expliqué.
Mais ça ne veut pas dire que les hommes ont le droit de tout faire. Le domicile conjugal, le lit conjugal doivent être exempts de ces choses-là. De l'infidélité des hommes. Les hommes, vraiment, c'est vrai que des fois les gens veulent dire que la pauvreté a fait... Non. Vraiment, et parce que c'est dangereux, il faut comprendre, ce n'est pas seulement une affaire de sexe. Lorsqu'une femme étrangère vient dans votre lit conjugal, elle peut venir là et troubler ce foyer à jamais. Comment ça? Oui, ben, il y a des filles qui peuvent venir laisser des choses sur votre lit conjugal et troubler votre foyer à jamais. Je vais vous dire que quand j'étais plus jeune, j'avais constaté, là je n'étais pas encore marié, que les filles étaient si vicieuses que quand une fille venait chez toi, elle faisait tout pour laisser un string sous l'oreille. Et moi j'avais l'habitude de bien fouiller ma chambre quand tu es pour enlever tous les éléments. Mais je me suis rendu compte qu'il y a toujours un élément caché dont les femmes sont vicieuses. Il y en a même qui ont détruit. J'ai l'histoire d'une femme qui a déposé les ossements humains sous l'oreiller. Oh là là. Oui, oui. Et ça a fait pourrir le corps de sa coépouse. Oh là là. Donc, le lit, il faut faire très très attention. Si quelqu'un est mal intentionné, il peut vous détruire en montant sur votre lit conjugal. Donc, il faut faire très attention. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous allons marquer un arrêt pour parler de nos universités africaines et plus particulièrement les universités camerounaises. Une interrogation, formation au sein de nos universités. Quelle crédibilité? Je commence par le professeur Nubissier. De plus en plus, certains disent que la formation au niveau de nos universités est au rabais. Vous confirmez une telle déclaration? Ça va dépendre de la grille d'évaluation. C'est-à-dire, quel est le barème qui a été utilisé pour le dire? Moi, je pense que ce qui est visé à tous les niveaux, c'est ce que deviennent ceux qui ont été formés dans les universités. C'est ça qui fait problème. Dire que les formations sont au rabais, c'est un peu aller très rapidement dans les conclusions. Parce que la question contextuelle aujourd'hui, c'est que beaucoup des diplômés des universités africaines et camerounaises, parce que nous y sommes, dans une certaine mesure, n'ont pas un emploi. Parfois exercent dans les métiers pour lesquels ils ne sont pas formés ou pour des métiers dits entre guillemets des sous-métiers. C'est ça qui fait problème. Bon, maintenant, est-ce que les formations sont crédibles? Comment se font d'abord les formations dans les universités? Et comment devraient être faites les formations? Déjà, chaque année, les enseignants des universités se regroupent dans le département et font des propositions de programmes d'enseignement. Je pense que je ne vais pas trahir un secret. Il y a le ministre de l'Enseignement supérieur a ordonné que les programmes soient revus. Et beaucoup d'ateliers ont été tenus dans ce sens-là. Nous, les enseignants du département de psychologie, ont été appelés également. On croyait que ces nouveaux programmes devaient entrer en vigueur cette année. Que non, c'est un peu suspendu le temps qu'on puisse résoudre certains soubresauts. Bon, pour dire que, est-ce que la formation est crédible? Oui, elle est crédible. Elle est crédible, pourquoi? Parce que les contenus que nous donnons à nos étudiants sont des contenus qui leur permettent d'aller dans d'autres universités extérieures et d'être reçus au même titre que ceux qui ont été formés dans ces universités. Comme pour dire que, avant d'élaborer un programme, nous essayons de voir, parce que depuis l'arrimage au système LMD, nous avons un souci particulier du fait que nos étudiants reçoivent, si ce n'est pas les mêmes formations qu'à l'étranger, mais des formations qui sont assimilables. C'est pourquoi, avant de dispenser un cours, ce que je fais et ce que nous faisons, avant d'élaborer un programme, nous essayons de voir quels sont les programmes dans les autres universités. Et c'est à partir de ces programmes-là, nous définissons également les nôtres, en tenant compte, bien entendu, des spécificités. Bon, la difficulté aujourd'hui de la crédibilité, le concept de crédibilité est associé à celui qui était vu avant, c'est-à-dire lorsqu'on a fini, lorsqu'on a des diplômes, on doit travailler. Aujourd'hui, l'école a déçu tout le monde dans ce sens-là. Ceux qui ont associé, qui ont arrimé école à travail sont déçus parce qu'ils n'ont pas compris la fonction régalienne de l'école qui est d'abord l'instruction. Maintenant, comment devrait être faites nos formations? Nos formations devraient s'adapter parce que c'est quand même aberrant. C'est quand même difficile de le savoir que l'Afrique est le continent le plus riche en sous-sol. Comment nos dirigeants africains ne pensaient pas qu'on devait plutôt capitaliser les formations dans le but d'exploiter nos ressources
en terre africaine. Ça c'est le premier pas. C'est-à-dire comment former les gens afin que nos ressources, nous les exploitions localement. Lorsqu'on n'en arrive pas, on va se poser des questions et l'école ne pourra plus nous aider à développer notre continent. Pour que cette école développe le continent, nous devons voir quelles sont les richesses locales et comment faire former les Africains, les Camerounais, afin qu'ils puissent exploiter eux-mêmes ces richesses locales. Je prends un cas rapidement. Dans l'extrême nord du Cameroun, j'ai fait une étude là-bas une fois avec la Banque africaine de développement. On s'est rendu compte que c'est une zone où il y a trop de cailloux. Alors nous étions en train de faire des programmes de formation, on devait faire des constructions. Alors on a dit qu'il faut capitaliser la formation locale, il faut capitaliser la main-d'œuvre locale. En capitalisant la main-d'œuvre locale, on doit capitaliser quoi également? Les ressources locales. Si nous ne pouvons pas arrimer nos formations avec les demandes actuelles, si nous ne pouvons pas arrimer nos formations avec les visions dans le sens du développement à long terme, parce que le plus souvent, nous faisons dans le sens du développement à court terme. Je prends un exemple également banal. Lorsqu'il y a une nouvelle invention, tout le monde veut faire cette formation-là. On envoie tout le monde, sans se rendre compte que non. Est-ce que tout le monde pourra à la fin jouir, entre guillemets, des fruits de cette formation? Que non. On devrait de temps en temps avoir la capacité de penser à très très long terme. Se dire, penser plus rapidement même que la vitesse des aiguilles d'une montre. Pour que nous puissions, c'est nous qui pensons dans l'université, nous devons penser le développement non plus à court terme, mais à long terme. Former nos étudiants afin qu'ils soient capables de s'épanouir dans les contextes actuels, avec les contraintes actuelles et les difficultés actuelles. Bon, une école, une formation qui s'adapte aux priorités actuelles afin que nos étudiants ne soient plus vus comme étant des chômeurs. Et là, le conseil de crédibilité doit avoir maintenant un nouveau contenu. Bon, la crédibilité à laquelle fait allusion, c'est une crédibilité sur le plan factuel. Que deviennent nos diplômés? Très bien. Cela a eu l'air d'exposer à l'amphithéâtre. Merci, professeur Nubissi. Je passe la parole à ton grand frère académique, le professeur Edmond Bilois. Professeur, nos étudiants, pour l'heure, rivalisent-ils véritablement en cours d'adresse avec les étudiants d'autres universités africaines, c'est-à-dire un étudiant qui quitte Yaoundé 1 ou Yaoundé 2, il va en Tunisie, comme quelqu'un nous a envoyé un message tout à l'heure, en Algérie, au Ghana, en Afrique du Sud. Est-ce que l'étudiant camerounais aura honte une fois là-bas, ou alors l'étudiant camerounais pourra être un bon produit, et un produit même peut-être envié, admiré et peut-être même applaudi? Bon, de ce que je sais au sujet des universités européennes, oui, tous les Camerounais qui vont dans les universités européennes sont parmi les meilleurs. Ah bon? Oui, ça je peux confirmer. Ah oui, ça, les étudiants qui partent des universités camerounaises pour aller étudier dans les universités européennes, ils brillent toujours de mille feux. En Belgique, dans un domaine scientifique, l'étudiant qui a eu les meilleures notes, c'est un Camerounais. En Allemagne, à l'université de Kaiserslautern, où ma sœur était étudiante en Allemagne, c'est un Camerounais. Partout, dans les grandes universités européennes, les Camerounais sont extrêmement brillants. J'ai un collègue qui est aujourd'hui à la présidence et qui est chef de département. Il était chef de département en même temps que moi à la fac. Quand il est arrivé à l'université de Nice, on lui a donné des noms de Camerounais qui avaient fait des études de droit à Yaoundé et qui étaient les meilleurs à l'université de Nice. Donc, la formation ne se pose pas. Parce que vous voyez, les conditions de vie et d'études au Cameroun étant difficiles, et les enfants s'en sortant, quand ils arrivent dans les conditions qui sont meilleures, ils explosent. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Donc, nos étudiants n'ont absolument aucune honte quand ils vont à l'extérieur. Ils n'ont aucune honte. Moi, j'ai fait mes études à l'université de Yaoundé. Je suis allé en Grande-Bretagne et je suis allé aux États-Unis. J'ai fini ma thèse avant certains étudiants américains. Sur le plan des publications, certains qui étaient avec moi dans les universités américaines n'ont pas les publications que moi j'ai.
Il y a beaucoup de Camerounais qui ont fait qui physique, qui médecine, qui électronique, qui sociologie, qui ont fait des licences au Cameroun, qui enseignent dans les universités américaines, des universités européennes. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment faire en sorte que les étudiants qui sortent de nos universités puissent avoir des emplois. Parce que pendant longtemps, n'est-ce pas, comme tous les autres pays africains, on a créé des universités pour que les étudiants qui en sortent soient des auxiliaires de l'administration, pour la plupart. Mais c'est vrai qu'on a créé aussi des médecins. On formait des médecins, des ingénieurs, des professeurs, etc., des agronomes, etc. Mais les formations ne répondaient pas aux besoins du marché. Ça a changé, ça a commencé à changer progressivement avec l'introduction du LMD. Aujourd'hui, dans toutes les universités camerounaises, à tous les niveaux de l'enseignement, on dispense aux enseignants une formation à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que même si vous êtes un étudiant en anglais, on vous montre comment on peut créer une entreprise. Si vous êtes un étudiant de physique, on vous montre comment on peut créer une entreprise. C'est parce qu'on veut que les étudiants non seulement acquièrent des compétences académiques et intellectuelles, mais qu'ils soient aussi capables de créer des entreprises s'ils en ont le besoin. Vous allez chuter, professeur. Voilà, je vais chuter. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les universités sont en rapport avec les entreprises. Il y a un vice-recteur qui est chargé de relations avec le monde des entreprises. Et de temps en temps, les universités rencontrent les entreprises pour que les entreprises leur disent quelle est la formation qu'il faut dispenser aux étudiants pour que les étudiants puissent s'insérer facilement. Cela étant dit, les formations fondamentales, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des formations qui sont fondamentales. Si vous étudiez la sociologie, quand vous sortez de Yaoundé, vous pouvez causer avec un gars qui a fait la sociologie au Danemark sans avoir honte. Sans avoir honte. Si vous étudiez la physique, vous pouvez causer avec un gars qui a fait physique aux États-Unis sans avoir honte. Sans être ridicule. Voilà. C'est pour ça que vous avez des gars qui... Il y a d'ailleurs un Camerounais qui a la NASA. Hein? Oui, il y a d'ailleurs un Camerounais, paix à son âme, qui vient de décéder, qui était diplômé de physique de l'université de Yaoundé. Il a fait un PhD aux États-Unis, il enseignait dans une université américaine, il vient de décéder à l'âge de 59 ans. Le problème de nos étudiants qui pourraient avoir honte ne se pose pas. C'est faux. Merci. Ça ne peut pas se faire. Merci, on a compris, professeur Edmond Bilois. Le problème, c'est l'employabilité. Qui a vanté la formation au niveau des universités. Pour terminer, je voudrais dire qu'aujourd'hui, il y a ce que, je m'en voudrais de ne pas en parler. Il y a ce qu'on appelle les incubateurs. Il y a dans une université des structures chargées d'aider les étudiants à créer leurs propres entreprises. Malheureusement, ces structures n'existe pas dans toutes les universités. Très bien. Il y en a à l'université de Yaoundé 1, il y en a à l'université de Tchang, dans quelques universités. Et ces structures sont financées par le ministère des Finances, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et le ministère de l'Économie et de l'Aménagement du Territoire. Et quand j'étais vice-recteur à l'université de Tchang, beaucoup d'étudiants de l'université de Tchang ont créé des entreprises qui au départ étaient financées par ces ministères, et ces entreprises aujourd'hui ont pignon sur eux. Voilà. C'est compris, professeur. L'écrivain camerounais vit-il de son art? Non. Et pourquoi? Mais parce que, comme il le disait tout à l'heure, c'est pas bien organisé. De toute façon, qui vit de quoi dans ce pays? Qui vit de son travail vraiment? Est-ce que le journaliste vit de son art? Là-bas, même c'est plus grave. Bon, ça c'est le vol, c'est autre chose. Quand on travaille vraiment, est-ce qu'on travaille à la sueur de son front? Est-ce qu'on vit vraiment de ce qu'on a au Cameroun? Moi, je pense qu'on peut trouver des moyens. C'est pour cela qu'à cause de cela, à cause du livre seul, je me rends compte, je suis nouvelle dans le domaine, mais le peu de temps que j'ai mis là-dedans, je me rends compte que je comprends pourquoi certains se transforment en influenceurs. Je n'ai pas envie de le devenir. Je mets entre guillemets, vous voyez très bien de quoi je parle. Parce qu'en réalité, le livre, normalement, comme il le dit, il devrait l'avoir écrit
seulement par ses écrits, on devrait l'acheter, un peu comme j'achèterais une bouteille de Fanta, par exemple, sans publicité. Un peu comme j'achèterais un vêtement. J'ai pas besoin que le vêtement vienne à moi, je vais à la boutique et puis j'achète mon vêtement. Mais là, tu es obligé de faire de la pub qui est extra. Et même dans les nouvelles formes de communication, on te dit non, si tu crées un blog pour vendre ton livre, il faut que tu parles d'autre chose, il faut que tu... C'est un peu compliqué. Donc du coup, quand tu vas rester puriste, c'est un peu compliqué. J'espère que je ne plongerai pas. En tout cas. Merci. Et Boto, on va être un peu plus pratique. Qu'est-ce que j'entends par pratique ici? Certains vous diront de temps en temps, ouf, le livre coûte cher, et ainsi de suite. Ainsi. Effectivement, nous avons des ouvrages parus au Cameroun, écrits par des Camerounais. Un ouvrage 20 000 francs, 15 000 francs. 50 000. 50 000 francs, un ouvrage. Alors, pour le Camerounais normal, il peut acheter un ouvrage à 20 000, à 30 000. C'est cher parce que les ouvrages qui passent par des maisons d'édition, c'est la maison d'édition qui fixe le prix. Tout à fait. Vous voyez. Et les maisons d'édition vont vous dire qu'elles impriment à l'étranger. Le livre prend l'avion ou le bateau pour arriver. Ils vont vous taxer tout ça. Ils mettent tout ça dans le prix. Vous voyez. Donc à un moment donné, on se retrouve avec un livre qui est très cher. Souvent même l'écrivain veut vendre son livre moins cher, mais il ne peut pas parce qu'il est lié par un contrat. Et le contrat stipule que, voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne peut même pas vivre notre... Elle en a parlé. Vous voyez que vous signez un contrat où on vous dit qu'on commence à vous verser votre argent de vente de livre un an après. C'est-à-dire, vous publiez votre livre, faites la dédicace en 2022. La maison d'édition commence à vous verser votre argent à partir de 2023. Et c'est eux qui vous disent que, bon, j'ai vendu tel nombre. Et voilà, donc, tes dividendes, tu as droit à 15%. Et vous n'avez aucun moyen de contrôle? Vous allez faire comment? Vous avez signé un contrat parce que, vous savez, malheureusement, lorsque vous sortez votre premier roman, votre premier livre, votre simple plaisir, c'est d'écrire et d'être publié. Vous voyez un peu? Donc, ils en profitent pour abuser donc des écrivains. C'est à partir du second, du troisième que vous devenez un peu plus intelligent et vous commencez à faire comme, vous pensez à faire comme un Ateba Yene par exemple faisait. Mais Ateba Yene quand même, de son vivant, il ne cessait lui-même de s'en vanter. Il disait que ses ouvrages lui ont donné beaucoup d'argent et parlait en termes de millions. Justement parce que lui, il imprimait ses livres lui-même. Dans des imprimeries et il les vendait lui-même. Il avait le contrôle. Est-ce qu'il ne faut pas aussi dire, Boto, gardez le micro, que si les ouvrages, je dis si, les ouvrages des Boto étaient, on les cherchait, il faisait courir, c'est peut-être parce qu'il avait aussi un style. Il avait également certains sujets qu'il lui avait choisi d'aborder. Oui, ça aussi. C'était un peu un style. On peut donner le titre d'un ouvrage de Ateba Yene, le pays organisateur. Non, ça c'est rien. Le Cameroun sous la dictature des loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux. Quand vous voyez dans un titre comme cela, le Cameroun sous la dictature des sectes, des loges et du magico-anal. Magico-anal et des réseaux mafiogènes ouvrage. C'est sensationnel. C'est quand même assez fort. Vous ne pas mettre cela de titre. Non, parce que vous voulez voir vivre vos enfants. Non, parce que quand lui n'a pas vu grandir ses enfants. Mais moi, je dois quand même dire quelque chose. Je m'en voudrais de ne pas le dire. Vous voyez, dans l'écriture, il y a les romanciers. Elle est romancière. Oui. C'est un peu comme les attaquants dans une équipe de football. Oui. C'est la crème. Vous voyez, parce qu'un romancier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui communique avec les dieux. Vous voyez? Il a une inspiration pratiquement divine. C'est même ça. C'est un art au-dessus des essais. C'est-à-dire, nous en tant qu'on se connaît. Les romanciers. Est-ce que vous ne vous cachez pas dans vos histoires là? Oui, mais vous voyez donc que quand vous avez... Vous êtes dans vos communications avec les dieux. Personne n'achète votre ouvrage. Mais le titre un seul ouvrage d'Ateba Yene, il te dit qu'il a vendu 100 000 exemplaires. Et il a les millions. C'est un peu comme les musiciens. Les musiciens également, c'est un peu pareil, vous voyez. C'est-à-dire que c'est une inspiration divine, vous voyez. Donc, au final... Quand vous achetez une œuvre d'un romancier, est-ce que ça devrait avoir un prix? Vous savez, moi j'ai fait une... Et c'est pour chuter, hein? On va passer la parole aux autres. J'ai fait une analogie tout à l'heure, on fait une comparaison tout à l'heure entre le livre et le sexe. Ce n'est pas loin. C'est-à-dire, moi je ne suis pas pour le e-book.
C'est-à-dire, il y a un plaisir particulier à toucher le livre, à le lire dans sa chambre. Généralement, on lit quoi? Dans sa chambre, la nuit, avant de dormir. Vous voyez? C'est un plaisir, c'est aphrodisiaque carrément. Aphrodisiaque? Ah oui, oui. Dire quelque chose. Ah oui, allons-y, Éternel. Ils sont peut-être la même génération, je ne sais pas. Mais les plus jeunes, s'il faut les habituer à la lecture. Aujourd'hui, ils ont ce qui leur procure du plaisir sexuel, c'est Facebook, WhatsApp, donc, il y a Instagram. Il y a des plateformes de pornographie. Bon, de livres. De livres. Je veux dire que le plaisir, on l'obtient en fonction de la génération. Donc le livre physique, moi, il me fait plaisir. Mais un plus jeune, moi, mon problème, c'est qu'on initie les plus petits, les plus jeunes à la lecture. Mais madame, s'il fallait sur un conseil, oui. Recommandons le livre physique. Personnellement, moi, j'ai mon crayon quand je lis. Oui. Je souligne ce qui est marquant. Oui. Et ça reste là. 20 ans après, ça reste là. Je suis d'accord. Quand on lit en ligne, parfois, il y a des choses qu'on peut... Le problème, c'est vous qui avez le livre physique. Imaginez un enfant de 11 ans, de 5 ans. Moi, mes filles, elles ont été initiées à la lecture à 2-3 ans. Dès qu'elles ont commencé à parler. Oui, je lis et puis elle écoute. Donc ça fait en sorte qu'elle s'est habituée. Après, il y a eu l'application, parce qu'elle ne voulait pas toucher le livre, ça ne l'intéressait pas. Je l'ai laissé entrer dans les applications. Il y a des applications, je n'ai pas en fait la pub ici, mais il y en a qui sont disponibles et gratuites. Donc pour les enfants, elle lit dessus les mangas, et puis après elle a touché le livre. Je veux dire que l'un n'exclut pas l'autre. Au contraire, ils sont complémentaires. Dans cet environnement où nous sommes aujourd'hui, on n'a pas le choix. Parce que l'objectif, c'est de fabriquer des consciences et de l'effort. Vraiment, en 2 secondes, en 2 secondes, juste pour dire que... Mais le problème que connaît le livre au Cameroun n'est pas qu'un problème camerounais. C'est un problème mondial. Voilà. Vous voyez, même en France, il y a ce problème. Donc la lecture regresse de plus en plus. C'est mondial, ce n'est pas qu'au Cameroun. Donc ne pensons pas que c'est parce que les politiques publiques ou quoi que ce soit sont très très mal orientées. C'est vrai qu'elles ne sont même pas orientées du tout en matière de lecture, mais ce n'est pas un problème camerounais, c'est un problème mondial. Est-ce que nos gouvernants lisent même? Merci beaucoup. Paul Yombo, au regard de la situation pas du tout reluisante qui se passe au sein de l'Assemblée nationale du Cameroun, est-ce que ce serait très excessif ou très rapide de dire que l'Assemblée nationale de notre pays se gère dorénavant dans la rue? Alors, Fabien Ebouchi-Boulaga, qui est un philosophe camerounais de regrettée mémoire, qui avait une certaine envergure, on pose à Fabien Ebouchi-Boulaga un certain nombre de questions sur la marche de notre société. Monsieur Ebouchi-Boulaga répond que le problème de notre société, c'est le mensonge. L'un des problèmes de notre société, c'est le mensonge. Le mensonge, c'est un péché contre l'esprit, dit monsieur Boulaga. La société qui se ment n'apprend Qui se ment à elle-même. Qui se ment à elle-même n'apprend jamais. Alors, je me dois donc de ne pas mentir en tant que citoyen camerounais sur la situation à l'Assemblée nationale. C'est quoi ne pas mentir? C'est aussi le fait de ne pas dissimuler la vérité ou un certain nombre de sentiments qui sont partagés dans l'espace public camerounais. Quand vous demandez Assemblée nationale au Cameroun qui dirige, le premier problème qu'on a, c'est avant de gérer la question du directeur du cabinet, la question du président même de l'Assemblée nationale. M. Kavaï Ege Djibril est député du Cameroun, de la République du Cameroun, depuis un certain nombre de temps. Est-ce que je mets au défi les téléspectateurs, plus de 5 ans. Je mets au défi les téléspectateurs de nous dire quelle est la loi Kavaï qu'il a proposée à l'Assemblée nationale. La mission de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action du gouvernement et le vote des lois. Quelle loi a-t-il proposé? Quelle commission a-t-il proposé? Au nom de quoi est-ce que ce monsieur dirige l'Assemblée nationale depuis un certain temps? Personne ne peut répondre en étant serein. Et c'est pour ça qu'on est d'autant plus choqué quand ce monsieur, qui n'est pas nécessairement en contrôle de toutes ses facultés intellectuelles, et ça se voit quand on voit une vidéo de Kavaï Ege Djibril s'exprimer, il baragouine un langage qu'on ne comprend pas très bien. C'est sa manière de s'exprimer. Il baragouine un langage qu'on ne comprend pas très bien. Pas de la et ses proches qui s'expriment sur des questions similaires sont tout aussi perdus que lui. Et on doit donc ne pas se mentir et dire la vérité. On a un président de l'Assemblée nationale qui n'est même pas nécessairement très normal. Comment ça? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que ce monsieur raconte. Le dire. Je le dis,
Nous Monsieur avons le Eboussi président Boulaga, de l'Assemblée. Monsieur Eboussi Boulaga vous dit Mais qu'on doit Monsieur arrêter Yombo, de se mentir. Monsieur Yombo, C'est un sentiment que nous tout le avons monde vu- partage. Monsieur Yombo, Je ne réponds même pas à cette question. Nous monsieur. avons vu le Parce que c'est un président. sentiment Nous avons vu le à président l'intérieur de également. lui-même. Sauf moi sur le plateau, non. Chaque Camerounais à l'intérieur de lui-même. Quand il voit ce monsieur s'exprimer, Généralisez pas, il ne comprend mettez pas votre très bien. position. Il ne comprend pas très bien ce qu'il dit. Ensuite donc, on déplace le débat. Le débat, ce n'est pas qui est président de l'Assemblée nationale. C'est qui est directeur de cabinet du président. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer de qui est directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale? Non. Pourquoi est-ce qu'un monsieur qui est directeur, qui est président de l'Assemblée nationale, qui ne nous satisfait pas, nous ramène dans les débats de non seulement je suis président de l'Assemblée nationale depuis un certain nombre d'années, mais vous devez maintenant savoir si c'est moi qui ai publié tel communiqué. Il faut qu'il y ait un niveau de honte qu'on doit fuir en tant que pays. Ça suffit. Très bien. Ça suffit. Merci. Paul Yombo, calmez-vous. Ouais, Prosper. Non, je crois qu'il y a des choses. Oui, il y a des choses qu'on doit Vous avez dire. été interpellé Par la réaction de mon jeune frère. D'accord, allez-y. Je En une pense minute. que, par respect, je dis ici de manière assez subtile que cette situation va permettre de se connaître et de se reconnaître et de clarifier l'état général de la République. Quand j'ai fini de le dire, vous n'avez pas besoin de dire sur un plateau de télévision que votre président de l'Assemblée nationale n'a pas produit d'intérieur. Il n'a pas vocation à faire des propositions de loi parce que la manière avec laquelle il entre dans l'institution parlementaire lui donne des obligations légales. Il est régi par la discipline du parti et c'est le parti qui inspire la réflexion et la proposition de loi. Il y a des Mais ce n'est structures. pas bon. Permettez Ce que n'est pas j'avance. bon qu'on dise des choses Notre comme régime ça. n'est pas forcément un régime parlementaire. Ce n'est pas bon. Vous permettez que j'avance? Non, ce n'est pas bon. Vous permettez? Ce n'est pas bon. Notre régime n'est pas un régime parlementaire pour que vous attendiez que de manière permanente, mais monsieur les Penda, productions de loi soient d'émanation vous parlez absolument de permanents. délimitée. Je vous demande de me citer une seule loi qui vient de l'Assemblée nationale. Vous parlez de permanents. Si, en dehors de permanents, même une seule. Sauf à dénier la qualité. Même une seule. Citez-moi une seule. Sauf à dénier la qualité. Parlez-moi d'une que les députés ont validé les lois. Je dénie. Je dénie et je dénie. Cela vous serait Même les utile. députés eux-mêmes. Cela vous serait utile. Il y a un député il y a 2 ans qui était sur STV. Moins de cacophonie. Il y a un député sur STV. Il dit à l'Assemblée nationale, je suis un faire-valoir. Il a dit. Les Camerounais qui regardent. C'est le point de vue de ce député. Oui, mais c'est. S'il a fait valoir, il a démissionné. C'est ça. Mais Il n'a qu'à démissionner. Il faut qu'on arrête de se mentir. Qu'est-ce que vous expliquez l'état? Ne vous mentez pas. Expliquez l'état du Cameroun. Vous savez très bien que ce que je dis est vrai. Pardon? Vous savez très bien que ce que je dis est vrai. Vous savez peut-être pas l'Assemblée ce qui est en nationale face de ne vous sur propose le pas de plateau. loi. Pourquoi est-ce qu'elle devrait proposer normal. l'exécutif On vous a donné des projets de loi. Je vous retire la parole. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Les téléspectateurs nous regardent. Il faut bien qu'ils le regardent et qu'ils sachent quand jusqu'où ne doit pas arriver dans le C'est pas du problème. Bernardo Basson, finalement, en l'état actuel de choses, est-ce qu'on peut d'abord être unanime qu'il y a une crise à l'Assemblée nationale? Oui. Répondez par oui ou par non. Et là, il faut poser une autre question. Oui. Il y a une crise. Oui. C'est mon sentiment. Pour l'instant, que faut-il Ce n'est pas encore, c'est le problème de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas Bon, peut-être qu'il n'y a pas une crise. C'est la question. La question de l'Assemblée nationale. La question de l'Assemblée. Alors, que faut-il faire pour le cas d'espèce pour avoir la vérité? Il faudrait peut-être que le président Cavaille fasse une sortie, un point de presse, un autre communiqué. Que faut-il faire? Parce que pour l'heure, il y a une espèce de cacophonie au sein de l'opinion. Ce qu'il faut faire est plutôt simple. Oui. Mais avant, je voudrais dire une chose à Paul. Tu as une mission, n'agalvaude pas. C'est pas d'écouter Monsieur Penda. Malheureusement, il peut être intelligent, mais il est incliné. Ta mission et la mienne, c'est qu'on a à se former, à s'éduquer. Parce que ce régime, il est pourri, toi et moi, on le sait. Et on doit se former et s'éduquer pour après, à terme, prendre le Cameroun. Ça, ce sont des mots trop forts. Si on reste On ne dira pas que le aujourd'hui, régime est pourri. si on reste aujourd'hui à pinailler avec des aînés qui malheureusement sont inclinés, qui viennent défendre Cavaille. Non, parlez comme un quartier. Parlez pour vous. Mon propos a eu deux phases. Je ne juge pas. Voilà. Ce que je dis à Paul, c'est qu'on a une mission. Monsieur Bernardo, je vous ai posé une question. Parlez pour vous. Je vais y répondre. Il parle avec sa bouche. Il faut faire 3 choses. La première, il faut constater que notre président de l'Assemblée nationale n'est plus valide. Mais pour ceux qui l'ont un peu côtoyé, c'est quelqu'un d'extrêmement autoritaire. C'est quelqu'un qui, jusqu'aujourd'hui,
lorsqu'il y a des sessions dans lesquelles il est impliqué et concerné, veut prendre la parole, même si la session mettra 6 heures, qui veut absolument s'exprimer, qui estime qu'il a absolument à dire, c'est quelqu'un qui est manifestement un peu plus orgueilleux qu'il en faut et qui ne réalise pas peut-être qu'il y a un moment pour tout. Et que lorsque la nuit met trop long, on confond les cris des écureuils avec les cris des chauves-souris. Et il est arrivé à un niveau où, dans son environnement, ça c'est le second point, il a engraissé tellement de personnes. Dans la mer, la baleine est extrêmement puissante parce qu'elle prend le temps de bien se nourrir. Quand elle apparaît, elle est difficilement déplaçable. Donc il a construit à ses côtés un directeur de cabinet qu'il a empiffré en termes de pouvoir, qu'il a empiffré en termes d'argent, qu'il a empiffré en termes d'autorité, que ce monsieur à terme est devenu une baleine, il est devenu gargantuesque, il est devenu énormissime et donc il est difficile à déplacer. Ce qui fait en sorte que le troisième problème... Vous n'avez peut-être pas les preuves de ce que vous Le dites, troisième hein. problème, les choses parlent d'elles-mêmes. Le troisième problème donc, qui découle est le suivant. Aujourd'hui, notre Assemblée nationale, malheureusement ou heureusement, Paul l'a dit, ça peut choquer, c'est une Assemblée nationale qui est improductive. La preuve, ce qu'elle nous sert, c'est ce genre de spectacle maladroit. On n'a plus à attendre quelque chose d'elle, on a à se former nous-mêmes. Donc, parfait ici, aujourd'hui, il faut que Paul Biya appelle son ami s'il peut encore décrocher. Parce que quand on voit sa signature en bas, c'est quand même drôle. Est-ce qu'il peut encore signer un document? Est-ce que sa main peut encore signer? Pourquoi il ne signerait pas? Parfait ici, ce monsieur a atteint le niveau d'un moine, vous le savez. C'est un bas de chiffre, il a atteint le niveau d'un moine. Quelqu'un qui parle en dormant. Vous voyez les gens près de lui qui l'écoutent alors qu'il est complètement endormi. Qui écoute, il comprend d'abord ce qu'il dit. Mais je vous dis ça, c'est ce qu'on voit dans Naruto. C'est sa manière. On le voit dans Naruto, ça veut dire quelqu'un qui est atteint un niveau extrême. Nous ne parlons pas de la même manière. Non, vous et moi on parle éveillé, lui parle en dormant. C'est-à-dire il est près de lui. Il est assis, un ministre est près de lui, lui touche la main, je demande des excuses à tous les des informations par télépathie, par faire ici. C'est un très niveau. Je demande des excuses à tous les panélistes. Je suis le plus jeune sur le plateau, donc je peux me permettre une certaine impétuosité. Qui connaît sur le plateau un monsieur qui s'appelle Bouba Simala? Qui est Bouba Simala? C'est un ancien capitaine de notre armée. Qui est Bouba Simala? C'est une question que je pose à tous les panélistes. Je suis le plus jeune. Son maître est le camp. Permettre son impétuosité. Donc vous allez m'expliquer cela. C'est qui Bouba Simala? Jusqu'à quand est-ce qu'on va supporter les scandales que nous propose la gestion de l'Assemblée nationale du Cameroun? Est-ce que c'est à la hauteur des problématiques du pays aujourd'hui? Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux de l'avenir? On va repasser la parole à notre consultant, Pierre Blériot. Allons-y, Pierre Blériot. Je crois que le chef de l'État va rapidement prendre la mesure de la situation. Parce que quelques années de cela en arrière, Kava Iguet avait dit à l'honorable Komba Gaston que je suis le propriétaire de l'Assemblée nationale. Ah bon? Oui, il le lui a dit que je suis le propriétaire. Je crois qu'il nous a prouvé qu'il était le propriétaire. Il est président depuis 31 ans. Il est député depuis 49 ans exactement. Il a été propriétaire. C'est le plus vieux parlementaire de la planète Terre. C'est-à-dire au poste de la planète Terre. On ne peut pas chercher ce genre de record tout le temps. Maintenant, l'heure est arrivée. Parce que pour le président Paul Biya, qui le sait très bien, le geste qui s'est produit hier peut être interprété comme une déficience des institutions. Et il ne faudrait pas que les gens qui nous regardent commencent à dire à l'armée de prendre ses responsabilités. Tu m'as parfaitement compris. Voilà une pour l'instant, nous ne sommes pas encore. Parfaitement suivi. C'est une grâce pour le Cameroun que cet événement se soit produit. Voilà. Nous allons lire. Pardon. C'est une grâce. C'est une grâce que cet événement se soit produit. S'il vous plaît. Je passe la parole à Pierre Blériot Niemek, le professeur Nouissé que vous avez suivi avec grande attention, parce que nous sommes en train de mal juger le pape. Il termine d'ailleurs en disant que Jésus lui-même n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les pécheurs. Pierre Blériot, votre regard sur la dernière sortie du chef de l'Église catholique romaine? Non, aujourd'hui je ne donnerai pas mon regard, je donnerai le regard de la Bible. Très bien. Pas le mien. Ce que le professeur a fait, c'est le regard d'un intellectuel. Alors nous ne sommes pas ici à l'université, nous sommes dans un cadre bien précis. Le texte est là. Allons interroger le texte et qu'il nous réponde. Vous permettrez donc que je lise. Très souvent, c'est vous qui lisez ici. Allez-y. Je suis dans l'épître de Pierre aux Romains. Et je sais pourquoi je choisis les Romains. Le premier chapitre.
à partir du verset 18. Écoutez ce que Paul dit des Romains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, les pensées du pape là. Et leur cœur sans intelligence, c'est la Bible qui parle, a été plongé dans les ténèbres. Et la Bible va clarifier. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Quand vous entrez à l'église, vous voyez tous ces dessins. C'est la Bible qui dénonce. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu de servir le Créateur qui est éternellement béni. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui contre nature. Verset 27. De même les hommes, abandonnant l'usage de la femme, se sont enflammés dans des désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. On peut reprendre la dernière phrase. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, eux-mêmes les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Merci. Le texte est lu. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Paul, lorsque l'église ancienne se rapproche de Rome, Rome est déjà pourrie par un certain nombre de comportements qu'on décrit. Et l'homosexualité est bien, c'est ce qu'on appelle les comportements infâmes. Mais comme Paul ne voulait pas que ça reste non clair, il a clarifié. Ils se sont enflammés de désir, homme pour homme, femme pour femme. Le jugement de Dieu est connu. Ce n'est pas le jugement des hommes. Déclaré de mort, condamné à mort ceux qui commettent de telles abominations. Alors, un homme que Dieu a désigné pour diriger les hommes ne peut pas venir violer la loi de Dieu. S'il dit être serviteur de Dieu, il n'a pas à forger sa loi à lui. Et il avait commencé ce pape, comment on l'appelle, François Ier. Le prédécesseur s'est retiré. Il avait commencé tout doucement en déclarant le contraire de ce que dit la Bible. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il y a un processus. Il a commencé par affirmer que nous étions tous des enfants de Dieu. Faux! Celui qui veut devenir enfant de Dieu doit confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Si tu ne l'as pas fait, tu es créature de Dieu. Et il voulait aller vers le but. Et il va vers son but. Que nous devons accueillir les homosexuels. Proverbe chapitre, Ecclésiaste chapitre 20 nous dit que nous devons les brûler
pour que l'église soit sauvée, le corps du Christ soit sauvé. La Bible dit qu'on doit brûler les homosexuels. Brûler. On doit les brûler, je vais vous lire le verset. On doit les brûler. Ils sont condamnés à mort. C'est une abomination. Après les homosexuels, le prochain progrès de l'église, c'est l'amour et le mariage entre les hommes et les animaux. Ce qui se produit en Ecclésiaste, c'est que finalement, lorsque les villes de Sodome et Gomorrhe, Dieu les a brûlés. C'est quand vous entendez qu'il a brûlé Sodome et Gomorrhe, c'est qu'ils ont atteint un niveau d'homosexualité tel qu'un jour, les anges sont venus rendre visite à un homme qu'on appelait Lot. Les anges sont entrés dans sa maison. Les homosexuels sont venus, ils lui ont dit, sors-nous ces hommes-là afin que nous les couchions. L'autre leur a dit, écoutez la parole de Dieu. J'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les donner, déviergez-les. Ils lui ont dit, ce n'est pas les filles vierges que nous voulons. Nous voulons les hommes qui sont venus là. C'est eux que nous allons. Non, les anges. Les anges. Pendant que l'autre discutait, ils se sont avancés pour casser la maison. Les anges ont pris l'autre, ils l'ont mis dans la maison, ils ont fermé la porte. Et ils ont fait frapper d'aveuglement ces homosexuels qui étaient à la porte. Ils sont sortis, les homosexuels ne voyaient rien. Les anges sont partis avec l'autre et la femme de l'autre. Et ils ont dit que personne ne se retourne pour regarder. Quand on vous dit que la femme de l'autre est devenue une statue de sel, c'est parce qu'elle a voulu voir ce que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient devenus. Elle est restée fixe, devenue une statue de ciel. Abraham a plaidé pour les homos. Dieu lui a dit, laisse cette affaire, sors. L'autre et toi, l'autre est le neveu d'Abraham. Faites sortir tout ce qui vous appartient. Et lorsque l'autre est allé dire dans les maisons que Dieu a décidé de brûler Sodome et Gomorrhe parce qu'il y a l'homosexualité, sortons. Tout le monde, les gens ont dit non, Dieu n'est pas comme ça. Ceux qui ont accepté, ils n'étaient pas nombreux, ils sont sortis. Dieu a brûlé ces 2 villes. Ça s'est produit. Et lorsque vous avez vu la Covid-19, quel est le pays qui a été le plus touché au monde? L'Italie, le pays où se trouve Rome. Ça doit tout vous dire que l'encre du diable nous presse. Et il change la parole de Dieu. Au lieu de nous parler de la Bible, un homme commence par nous donner ses réflexions à lui qui sont contraires aux réflexions de la Bible. La Bible dit clairement que c'est un égarement qui mérite la punition de mort. Elle ne tergiverse pas, ce n'est pas un jugement d'homme, c'est un jugement divin. Merci. Je martèle une fois de plus que nous avons voulu avoir un prêtre catholique romain, mais personne n'a accepté venir débattre de ce sujet. Nous devons en parler parce que c'est une actualité forte et qui intéresse nos téléspectateurs à travers le monde. Nous avons quand même réussi à avoir un autre homme de Dieu. Lui, c'est le révérend apôtre Fouda Messina, même si lui n'est pas de l'église catholique romaine. Alors, révérend apôtre, je vous passe la parole. La vérité ici est que vous-même, vous croyez également en Jésus. Et donc, vous pouvez en parler également dans le cadre de ce programme. Vous avez suivi l'intervention du professeur qui pense que Jésus n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les pécheurs. Pierre Blériot pense que c'est la Bible qui répond à la question posée ce matin. Les homosexuels doivent être brûlés. Vous êtes à quel niveau? Ok, déjà je remercie ceux qui ont pris la parole avant moi. Mon confrère, le professeur, il a dit quelque chose que Jésus est venu pour les pécheurs, non pour les justes. C'est lui qui le déclare déjà dans sa parole. Donc c'est tout dit déjà. Il veut sauver, lui il vient avec le message du salut. C'est-à-dire on est dans le péché, on est dans le mal. Il veut sauver l'humanité. C'est pour cette raison même d'ailleurs qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est mort, pour que le monde soit sauvé. Quel que soit le péché, quelle que soit l'abomination, il suffit juste d'accepter ce Jésus-là. Et puis là on est sauvé. Quel que soit ce qu'on fait. Il suffit qu'on se repente, on accepte Jésus. Même si on est homosexuel. De sortir, voilà, il suffit que l'on se repente. Oui, la repentance. C'est-à-dire qu'on regrette amèrement ce qu'on était en train de faire. Si on est homosexuel, si on se repent, on abandonne. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que celui-ci puisse se repentir. Tout à fait. Si on se repent, même si on est homosexuel, on est sauvé. On est sauvé. Mais si on ne se repent pas, c'est là où c'est très grave.
Maintenant, quand on parle de bénédiction, de mariage gay, je ne sais pas, homosexuel et tout ça, celui qui bénit même déjà, tu es déjà en train d'entrer dans la malédiction. Ah bon? Oui. Parce que là, tu es en train de venir soutenir le péché, tu soutiens la mort, parce que ça, c'est la mort. Tu soutiens, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas sortir de là. Alors, qu'est-ce qui peut quand même pousser le pape à dire qu'il faut bénir les homosexuels? Est-ce qu'il a une raison? Il doit avoir beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que lui-même ne fait pas partie de ces gens-là? Il y a toutes ces choses. Non, pas du tout. Si je peux intervenir. Moi, je pose la question. Oui. Nous avons quand même le droit de restituer la lettre de la loi avant l'esprit. Le pape vit dans un contexte où l'homosexualité est déjà pratiquée. Il faut dire aux gens ce qui se passe. Parce que l'Afrique et l'Occident posent le problème différemment. Quand un prêtre, un prélat se balade, vous avez constaté que vous êtes de famille de prêtres, vous voyez que les prêtres sont toujours en train de bénir les gens. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle une bénédiction hors liturgie. C'est-à-dire celle que le prêtre, vous venez à côté du prêtre, il vous pose les mains. Voilà. Eux, ils vivent déjà avec ces gens-là, à côté des lois humaines qui ont accepté l'homosexualité. Le pape dit donc que dans ces conditions hors liturgie, le prêtre doit bénir les couples homosexuels. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les couples homosexuels rencontraient un prêtre, le prêtre passait outre. Le pape leur dit non, ne les traversez plus, bénissez-les. Ça semble être anodin, mais ce n'est pas anodin. Parce que c'est ce que le pasteur dit, c'est donner caution. Ramenons aux lois humaines. On vous dit, voilà, il y a un assassin qui égorge les gens. Mais quand un procureur le rencontre, qu'il l'embrasse d'abord, parce que ça va l'adoucir. Est-ce que le pape reconnaît que l'homosexualité, pour lui le chrétien, est un crime pour Dieu, est un péché? Parce que si lui, il relativise l'homosexualité, on ne va pas seulement les bénir hors liturgie, on finira bien par les bénir pendant la liturgie. Qu'est-ce qui t'empêche de bénir pendant la liturgie quelqu'un que tu as commencé à bénir hors liturgie? Merci beaucoup. Et Astrid, je vous amène à citer quelques écoles qui recrutaient par le passé et qui étaient d'ailleurs de très grandes écoles et qui ne recrutent plus. Commençons par ce qu'on appelait à l'époque le CUS, que l'on appelle maintenant la faculté de médecine et des sciences biomédicales, et qui ne recrute plus. Vous avez maintenant l'école normale qui ne recrute plus. Toutes les autres écoles normales aussi, mais qui forment des instituteurs, qui ne recrutent plus. Vous avez les STIC, l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, qui ne recrute plus. Vous avez Polytechnique, qui ne recrute plus. Vous avez l'école des travaux, je pense également, qui ne recrute plus. Vous avez... on peut en citer jusqu'à demain matin. Pour un pays normal, est-ce qu'on va conclure en disant que l'État est essoufflé? Nous, à une certaine époque, en fait, je vais parler de moi à une certaine époque, lorsque j'entrais en faculté, c'était en 2008, ce qui est vraiment... Toutes ces écoles-là, c'était des écoles de prestige. Tout à fait. Quand on parle de prestige, c'est que tu es sûr qu'au sortir de là, tu auras le boulot. Alors, moi, de mon côté, je n'avais pas eu de conseils. C'est-à-dire que c'est pas pour dire que c'est pas pour rechigner ou pour dénigrer l'université que j'ai faite. Non, tout au contraire. Encore que j'en suis fière parce que j'ai eu les meilleurs enseignants. Vraiment, j'ai eu de la crème. Mais sauf que malgré qu'elle était une université d'État, ou bien qu'elle soit une université d'État, on n'avait pas ces privilèges, je dirais même jusqu'à présent. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont instauré le système de formation professionnelle dans certaines universités d'État. Là, c'était encore plus avantageux, mais je suis vraiment un bon produit, je le dirais ainsi, parce que lorsqu'il faut parler de certains sujets, surtout dans mon domaine, je sais quand même que je peux dire un ou deux mots. Et j'ai eu des enseignants de prestige. Maintenant, s'il faut parler de ces universités que vous venez de citer là, c'était des... Lorsqu'on entendait, nous sortons du secondaire, moi qui ai fait l'internat, alors quand on arrive, telle personne est à Subdeco, l'autre est à Ocus et tout ça, par-ci.
C'est-à-dire tu as l'envie, c'est-à-dire que c'est cette envie-là. Et puis c'était de la vantardise. Tu es sûr que non, au sortir de là, tu as une débouchée et tu auras le travail. Maintenant, de nos jours, vraiment, tout est resté de non. Tout est resté dans les Comment vous expliquez ce phénomène Y a-t-il une explication? L'État est essoufflé, l'État n'arrive plus à faire ce qu'on appelle la perspective, ou alors à mieux gérer ses effectifs. Je pense que lorsque j'apprenais le droit des entreprises en difficulté, gestion des entreprises en difficulté, il me souvient qu'il y a il y avait un paragraphe où on précisait que l'État ne peut pas tout faire aussi. L'État ne peut pas tout faire. Il a d'abord fait quoi? Permettez-moi. Allez-y. Permettez-moi, moi je suis dans mes lectures. Non? Oui, je dis, il ne peut pas tout faire, il a fait quoi? L'État ne peut pas tout faire. Maintenant, il faut qu'on pense aussi au secteur privé. C'est-à-dire le secteur privé devrait aussi ouvrir les portes à... Et puis même à l'auto-emploi. Donc c'est pas pour dire que nous avons ce droit d'intégrer, que l'État nous intègre. Mais nous aussi nous devons passer d'un autre côté que tout le monde ne peut pas avoir accès à tous ces bureaux. Merci. Donc je pense que tout au moins, c'est une honte. Moi je dirais que c'est une honte parce que ces grandes écoles, CUS, Polytechnique, travaux publics, mais toutes, on devrait quand même avoir, ça devrait rester comme il se devait. Et puis que ceux qui viennent derrière nous puissent avoir toujours l'envie de continuer de fréquenter. Sinon, ils préfèrent aller prendre du cannabis et dire que l'école, ça ne sert à rien. Sinon, Merci après, bien. on va vendre les polycopes, en fait. Donc, maintenant, c'est compris, Astrid. Maintenant, s'il faut citer les écoles, les rares écoles de formation qui recrutent encore, on commence en tous ensemble. Hein. Vous avez les MIA. Commençons par les NAM. L'École nationale d'administration de la magistrature. Les MIA. L'école militaire interarmée. Je crois que... Vous voyez encore une autre école, l'INGS, l'École nationale de la jeunesse sport. Oui, mais je vois un nom bientôt. Parce que tout ça ça va comme un enchaînement. On a cité les MIA. Je crois que ce sont les deux écoles qui sont officiellement... Est-ce qu'il y a encore une école qui recrute? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas, parfait. Dans un pays, je ne pense pas. Bon, il faut quand même dire, parfait, qu'il y a quand même le concours d'intégration. Au niveau de la... Non, attendez. Non, je veux dire comment ils ont réussi à arriver au niveau du ministère de la Santé. Donc, à la fin, les différents médecins qui se font dans les concours d'intégration. Peut-être que là, c'est un palliatif. Oui, bon. Concours. Non, Patrick sort du concours d'intégration. On va arriver au concours même d'entrée. C'est-à-dire on aura 50 000 candidats au concours d'intégration et on vous dit on veut 100 personnes. Bon, moi, c'est juste un paraît tout dit quand même que voilà comment ils essaient de résoudre. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Là, c'est toute la grande question. Je vais, parfait, si tu permets, j'ai eu à mener une enquête. En fait, sur les OTS concernant les enseignants et autres là, où j'ai énormément investigué, où j'ai retrouvé, je me suis retrouvé en train de connaître beaucoup de choses au Cameroun, en train d'avoir connaissance de beaucoup de choses que beaucoup de Camerounais ne savent pas. Vous savez, le MINISEC, aujourd'hui, cette information que M. Sor nous donne à l'instant, nous, c'était prévisible depuis, parce que la majorité des dirigeants que j'ai rencontrés vaquaient dans ce sens-là, au ministère des Finances, dont je n'ai pas envie de citer le nom ici. Bon, on nous a fait comprendre que le MINISEC est le ministère qui recrute le plus. L'INS recrute le plus. Contrairement au MINSanté, contrairement aux autres ministères. C'est normal que le ministère recrute le plus, puisque au niveau du terrain, c'est une forte demande. Ça, c'est quel argument qu'il donne? Non, permettez, je vais dans votre sens, permettez. Donc, on a fait un constat que c'est le ministère qui recrute le plus. Le MINSanté ne recrute pas. Les autres ministères recrutent difficilement. Il y a, comme on a dit, le concours d'intégration qui fait bon. Aujourd'hui, parce qu'il faut dire, je suis allé au ministère des Finances, on m'a fait comprendre que vraiment d'ici peu, on ne va plus recruter au ministère. Moi j'ai bien voulu poser, j'ai posé la question, savoir que mais si on ne recrute donc plus au ministère, le Cameroun va donc devenir ou quoi? Est-ce qu'il y aura rien que 2 écoles qui auront l'intégration déjà assurée? Si, ça veut dire que si ton fils ne part pas à l'ENAM, s'il ne va pas à l'INIA, il ne peut plus être fonctionnaire. Bon, on te parlera des différents recrutements militaires aussi.
Bon, militaire... le BIR, la GP... C'est les sacs à dos. Hein? Pour un enfant qui a eu peut-être une licence en droit, vous avez demandé d'aller être sac à dos militaire. Ils sont sac à dos là-bas depuis. Hein. Attends, ils sont 10, je ne pense pas que 2 vont dire oui. Je ne pense pas. Parfois, monsieur. Peut-être c'est une information que vous me donnez là. Je vous assure. Mais maintenant, contrairement, je ne défends pas l'État ici. Mais contrairement à ce qui est en train de vivre, on voit aujourd'hui la recrudescence, le foisonnement des IPES. Avec l'arrêt que on ne recrute pas au MINISEC, mais avec le foisonnement des IPES, je crois que beaucoup d'enseignants pourront se reverser là-bas. Le politique aujourd'hui veut faire en sorte du Cameroun comme les États-Unis, où on dit vraiment il faudrait qu'on forme maintenant les jeunes d'aujourd'hui à s'auto-employer. Parce que c'est un peu dans ce sens-là. Je préfère simplement dire que la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026, les Lions indomptables qui viennent de